en cours de route. Donc, merci de votre participation, déjà de votre présence nombreuse. Et on va commencer du coup. Donc, les intervenants lors de ce REX destiné à la communauté des DAF, que vous soyez encore inscrit en vague ou pas, CIFAC+. Donc, on aura l'intervention d'Hervé Branchereau, directeur financier de l'Université de Nantes, Guirec Manceau, directeur général des services pour le NSCP, Ingrid Baudard, directrice financière adjointe de Paris-Nanterre, et Stéphane Martinez, donc responsable fonctionnel CIFAC+, qui est au service de la DAF pour l'Université Côte d'Azur. Donc, je ne sais pas si ces 4 intervenants veulent se présenter un petit peu plus que ce qu'on a fait là, ou si on enchaîne directement avec les questions. Je vous laisse la parole. On se présentera tout à l'heure dans la première question. Donc, on va passer, alors du coup, processus de migration et calendrier de bascule. Juste un petit mot pour vous expliquer un petit peu comment on organise la réunion. En fait, on a du coup récolté quand même pas mal de questions sur le terrain et du coup, Carole les a synthétisées par, les a regroupées par thématique. Du coup, il y a 6 thématiques qu'on va voir et en fait, du coup, on va donner la parole aux intervenants pour expliquer comment ça s'est passé chez eux pour chaque thématique, donc dans l'ordre, on va voir, les 4 intervenants peuvent participer sur chacun des thématiques. Et puis après, ou alors pendant, nous, on va prendre vos questions. Et puis, l'objectif, c'est que ce soit vraiment un échange. Donc, n'hésitez pas peut-être à poser vos questions dans le chat. Comme ça, après... Quitte à lever la main, il n'y a pas de souci. Voilà. Le tout, c'est que ce soit dynamique, constructif pour tout le monde. Voilà, et puis alors on prévoit quand même du coup après un petit timing pour des échanges, uniquement des questions à la fin. Voilà. Alors, premier temps, donc tout ce qui concerne le process de migration et votre calendrier de bascule mis en œuvre en établissement. Donc, à la fois la durée totale de la bascule, les périodes d'interruption de service pendant cette période de migration. On rappellera les dates clés, les arrêts des flux et l'interruption et la continuité d'activité, parce que ça, c'est important à gérer aussi en établissement. Donc, ayant lancé les 4 intervenants, et les 4 sujets, on va dire, majeurs de présentation, on vous laisse la parole, du coup, donc vous intervenez quand vous voulez, voilà. Tu veux qu'on intervienne dans l'ordre de la présentation des établissements? Je crois que c'était comme tu veux, c'est ça? Comme tu veux, Hervé. Voilà. Bon, bah, si Direct m'en veut pas, je vais démarrer. Parce que, en plus, pour les collègues, je triche un peu parce que j'ai déjà vécu ce retour d'expérience hier sur la partie comptable. Parce qu'il y a une particularité à Nantes, c'est que j'ai la double casquette, agent comptable, chef des services financiers. Donc ça, c'est le premier point. Une information sur pourquoi nous, on s'est inscrit sur la vague B. On s'est inscrit sur la vague B tout simplement parce qu'on avait notre responsable informatique du système d'information finance qui partait à la retraite en fin d'année 2024. Donc, on fallait partir début novembre et on trouvait que c'était judicieux pour nous de pouvoir bénéficier du mode service que proposait l'AMU à travers CIFAC+. Et ça nous évitait tout simplement de recruter quelqu'un pour un laps de temps qui aurait été limité. Donc, c'est la principale raison de notre candidature sur la vague B. Lorsqu'on a candidaté, on s'est quand même posé 2-3 questions sur notre capacité à intégrer un projet de cette ampleur. Et c'est la raison pour laquelle, assez tôt, avant même d'avoir la pré-prod, on a décidé d'arrêter l'exercice avec des dates différentes par rapport aux exercices précédents. Donc, en ce qui nous concerne, très tôt, c'est-à-dire avant l'été, on avait commencé à communiquer au sein de l'établissement sur le fait que l'exercice allait se terminer un petit peu plus tôt que d'habitude. Donc, pour être très concret, on a limité les flux d'engagement de dépenses. On ne les a pas arrêtés, on les a limités à compter de la mi-novembre. Et à compter de la mi-novembre, dès qu'il y avait, entre guillemets, une urgence à traiter, on obligeait les composantes à passer par le central pour qu'on valide les dernières commandes de l'exercice. Donc, on a limité les flux de cette manière-là. Même chose pour les frais de déplacement qu'on a arrêtés au 30 novembre.
Et même logique pour les recettes. Notre objectif étant d'avoir le moins de postes non soldés à la clôture de l'exercice 2024 avant la bascule. Donc ça, c'était notre calendrier. En parallèle, donc, on avait donc mis en place un plan de continuité d'activité où on a insisté très lourdement auprès des collègues de façon à ce qu'ils anticipent la période d'interruption, parce que vous l'aurez compris, en ce qui nous concerne, on a interrompu un peu plus de 2 mois, dans la mesure où on a repris les commandes d'achat sur CIFAC Plus sur la deuxième semaine du mois de février 2025. Donc, on leur a demandé, sur les mois d'octobre et novembre 2024, d'être très vigilants sur les commandes qu'ils avaient à passer en anticipant le fait que ce serait impossible de le faire sur la période de janvier et décembre. Ça a plutôt bien fonctionné. On a été un petit peu surpris. Même chose, on a demandé à tout le monde de bien traiter tous ces workflows qui étaient en cours sur la fin de l'année 2024 et on a eu une bonne compréhension de la part des acteurs qui globalement jouaient le jeu et on était, on va dire, à peu près à jour de l'activité à la clôture de l'exercice 2024 avec, on va dire, non pas 12 mois de dépenses sur l'exercice 24, mais probablement 12 mois et demi, dans le sens où les composantes ont anticipé, par exemple les laboratoires envoient des stocks de gaz, etc., anticipé finalement le fait qu'ils ne pourraient pas passer de commande au mois de janvier. Néanmoins, dans le plan de continuité d'activité, on leur a permis de passer quelques commandes urgentes sous format papier, avec un format qu'on avait préparé pour eux pour que ça facilite la reprise ensuite, mais les commandes ont été extrêmement limitées. On a aussi procédé à quelques achats via des cartes achats sur cette période-là. Et on a traité quelques paiements en urgence en dehors donc, de CIFAC, en lien avec la DRFIP. Ça concernait la gratif de stage et puis des bourses étudiantes qui ne pouvaient pas, entre guillemets, attendre. Voilà pour les grands éléments concernant Nantes. Et je laisse la main à Guirec, me semble-t-il. Sinon, Ingrid ou Stéphane, si vous voulez prendre la parole sur ces points-là. On va lancer. Donc, nous, en fait, effectivement, la migration s'est fait effectivement entre décembre et janvier. On a effectivement, nous aussi, raccourci les délais. En fait, on a fait en 2 temps. C'est-à-dire que nous, les référentiels, on a autorisé la création ou la modification de tiers jusqu'à la mi-novembre et de manière tout à fait exceptionnelle jusqu'à fin novembre, première semaine de décembre. On a aussi fermé aux engagements en fait le plus tôt possible. Et pour par contre tout ce qui est titre de recette, on a fait au maximum pour tous les tiers qui étaient existants dans notre base de données. Donc on les a bien on va dire alertés dès l'été et aussi à la rentrée sur la nécessité d'anticiper les dépenses. Et on les a aussi incités à anticiper dans CIFAC les dépenses pour janvier, voire les 2 premières semaines de février 2025. Donc nous, on a plutôt incité à utiliser le budget qui de toute façon n'allait pas être consommé en décembre 2024 pour le budget 2024, mais on les a incités à rester, on va dire, plutôt dans les clous, et on a limité au plus possible les engagements en dehors de l'outil. Mais en ce qui nous concerne, les enjeux ont été soit de la maintenance pour le patrimoine ou soit des dépenses de mission. Donc ça, on a plutôt trouvé des alternatives qu'on a ensuite régularisées à la réouverture qu'on a pu faire fin janvier, début février. Voilà. Puis les paiements. Ah oui, pardon. Donc, on les a aussi incités, en fait, pendant la période où, tout le mois de décembre, en fait, ils ne pouvaient plus engager, à par contre mettre en qualité leur flux, donc faire leur service fait pour qu'on puisse payer un maximum. Alors, nous, on a une limite budgétaire
c'est qu'en fait, on est arrivé très vite à la consommation totale de nos CP de fonctionnement. Donc, en fait, on a un peu malheureusement récupéré début 2025 une quantité de flux à devoir payer en urgence en dehors de l'outil, en raison notamment de cette, on va dire, sous-prévision de crédit de paiement. Et on a pu réouvrir à la dépense fin janvier, début février 2025, et on a pu relancer les titres de recettes uniquement un mois après. Voilà. Et uniquement pour les recettes, les nouvelles recettes, puisque nous n'avons pas totalement finalisé la migration, même si les 3/4 sont en cours. On est en train de faire les postes non soldés et les recettes pluriannuelles, on ne les a pas encore migrées. Voilà, je ne sais pas si ça répond, si vous avez besoin, si vous avez des questions là-dessus. Merci beaucoup. On va passer à vos collègues. Oui, Stéphane. Donc, en ce qui nous concerne, nous aussi, on avait identifié, l'important pour nous, c'était surtout de figer les référentiels assez tôt pour pouvoir, courant décembre, préparer la bascule des référentiels. Donc, on avait depuis longtemps, depuis l'été, averti tout le monde qu'il y aurait une période qui commencerait mi-novembre où on ne pourrait plus créer de tiers. Alors, même s'il y a eu forcément des dérogations, notamment sur les boursiers, sur des profils un peu particuliers, mais sinon, on avait identifié cette fenêtre-là, bien qu'elle ait dû un petit peu être décalée, on va dire que maximum au début décembre pour ne plus avoir à créer de tiers et figer le référentiel. Pareil sur les marchés, sur les EOTP, de manière à ce qu'on puisse transporter le référentiel courant décembre et qu'il soit figé. Sur les flux, au départ, on pensait effectivement terminer les flux assez tôt et puis au niveau de l'établissement, ça paraissait compliqué non seulement de finir tôt, mais aussi de redémarrer tard. Et puis, sachant qu'on s'efforçait de figer les référentiels, on s'est donné la possibilité de déborder un peu sur le mois de décembre pour certains flux, commandes ou missions, on va dire jusqu'au 10 décembre, mais sans que cela n'amène de nouvelles créations de tiers ou de nouveaux objets qu'on n'avait pas prévu de reprendre. Sur la continuité de l'activité ensuite, début janvier, un dispositif a été mis en place pour les dépenses purement urgentes de commandes entre guillemets hors outil qui étaient suivies via un système de tickets pour qu'elles puissent ensuite être bien recensées et reprises quand SIFAC Plus serait ouvert. En parallèle, bien sûr, il y a eu l'utilisation de la carte achat et les flux ont pu être repris progressivement sur un périmètre qui s'est étendu de manière progressive à partir de mi-février jusqu'à, on va dire, fin février, où là, tous avaient accès. Et on a aussi fait les premiers paiements à peu près vers la fin du mois dans les derniers 10 jours de février. Ouais. Je fais vite pour ne pas reprendre ce qui a été dit aussi. Merci Stéphane. Du coup, là, on a eu un retour de 3 DAF ou représentants des DAF. Et on avait aussi invité Guirec Manceau à ce REX, qui a plutôt un côté sponsor politique, puisqu'il est DGS de son établissement, mais c'est aussi bien d'avoir un point de vue à ce sponsor politique. Donc, est-ce que tu as des éléments sur la durée de migration des flux et le calendrier, Guirec, à ton niveau, comment tu as ressenti ça et combien de temps ça a duré? Bonjour. Oui, alors, sur l'école de chimie de Paris, qui est vraiment un tout petit établissement, l'école de chimie, c'est 150 agents. Si on compte les chercheurs CNRS, on monte à 300 sur le site. C'est 18 millions de budget. Donc, c'est vraiment
tout petit. Néanmoins, on a porté un projet de migration vers CIFAC+, avec les collègues et une équipe qui était composée de 2 personnes, en fait. Le directeur des affaires financières, Moussa Dembélé, qui est présent à la réunion, et notre DSI, Nidal Twi, qui faisaient cette migration en plus de leur activité quotidienne, mais qui l'ont portée vraiment tous les deux. Et donc, c'est une migration le projet a démarré en fait début d'année 2024. Et là, on est en train de poursuivre. On a rouvert CIFAC au début du mois d'avril. On a repris les paiements on a rouvert CIFAC sur fin mars pour la reprise de tout ce qui est bon de commande service fait. On a repris les paiements autour du 4 avril. Et globalement, c'est extrêmement lourd, mais la reprise s'est bien passée. Et l'ensemble de l'anticipation que les collègues ont fait, et surtout le fait que la partie fonctionnelle DAF et la partie technique DSI aient travaillé vraiment ensemble en permanence et tout le temps été en contact, et ils ont même leurs bureaux qui sont en proximité. Ça a été un élément important dans le succès de cette bascule et de cette migration. La faiblesse qu'on a, nous, c'est la participation de l'agence comptable, en fait, qui a été moins embarquée dans le projet, et ce qui explique qu'on ait repris les paiements si tardivement. Je pense que si l'agence comptable avait été mieux embarquée dans le projet, on aurait pu reprendre les paiements beaucoup plus tôt. Alors là, par contre, les collègues sur la partie, en tout cas, migration et calendrier de bascule, avaient essayé d'anticiper en lien avec notamment les gestionnaires financiers. Le message, c'était terminer les flux, en fait, parce que tout le flux non terminé est un problème potentiel. Donc c'était vraiment terminer tous les flux, et il y a eu un gros travail auprès de la DAF, auprès des gestionnaires, avec des réunions d'information réguliers, des salles ouvertes, des temps d'échange, des envois de fichiers pour leur dire vous n'avez pas repris ça, vous n'avez pas fini ce flux-là, dites-nous ce qu'on en fait, et vous n'avez pas terminé cette mission, dites-nous ce qu'on en fait. Donc ça a été l'occasion d'un toilettage. On a l'impression qu'à chaque projet de migration, on redit la même chose, mais c'est quelque chose qui est fondamental et qui est extrêmement important. C'est ce travail en amont sur le toilettage des flux, en fait, et vraiment de se dire tout flux terminé est un problème en moins dans la bascule. Alors après, maintenant, on n'a pas fini le projet. On a réussi à rouvrir CIFAC à ISO périmètre, c'est-à-dire que les collègues retrouvent sur une interface web, mais leurs transactions habituelles. Il nous reste maintenant à aller sur la suite du projet, vraiment sur la plus-value de CIFAC+, c'est-à-dire Fiori. Et puis, pour nous qui n'avions pas de démat, la partie démat de CIFAC+. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, moi, ce que je retiens de vos interventions pour l'instant, c'est que c'est quand même un projet lourd. En moyenne, les systèmes sont restés fermés 2 mois, donc un peu plus pour vous côté chimie, mais dû au fait que voilà, quand il n'y a que 2 personnes qui portent le projet, on est obligé de séquentialiser et on ne peut paralléliser. Voilà. Donc c'est important de comprendre ça. Et aussi, le message important, c'est la coordination entre les 3 équipes, DAF, agent comptable, DSI. Plus les équipes seront coordonnées, plus ça sera facile. Ça n'est jamais totalement, mais voilà, plus ça sera simple pour cette migration. Ce sont des messages assez importants. Je crois qu'il y a des questions, il y a des mains qui sont levées. Carole, je crois qu'il y avait Moussa qui est le DAF de l'école de chimie et qui a été l'un des 2 chefs de projet qui voulait compléter ce que je venais de dire. Eh ben, merci s'il peut s'exprimer. Merci à lui. Bonjour à tous. Effectivement, en termes de calendrier, je ne vais pas redire tout ce qui s'est dit, mais concrètement, on a fait le choix à Chimie de globalement reprendre, ou du moins redémarrer CIFAC avec un maximum d'éléments de migration. Donc, ce qui a aussi, entre guillemets, poussé
une reprise un peu plus tardive qui a été au 18 mars. Et c'est vrai que la coordination est très importante dans ce type de projet. Mais au-delà de ça, je pense que l'enjeu réel pour les VAC-C qui sont présents à cette webconf, c'est la communication. La communication, que ce soit envers des gestionnaires financiers, parce qu'on se rend compte, bah, finalement, certaines personnes ont des lacunes déjà pour comprendre et solder des flux, ne serait-ce une commande d'achat. Le principe de la livraison finale, de la facture finale, bon, on pense que les gens l'ont assimilé, mais c'est pas tout à fait le cas. Nos collègues de l'AMU nous ont radoté pendant plusieurs mois. Mise en qualité, mise en qualité, mise en qualité. Ça a du sens hein, quand on est effectivement dedans. Donc la mise en qualité, il faut vraiment pousser ce module-là vraiment à fond, que ce soit sur la commande d'achat, sans perdre de vue également tout ce qui est commande de vente. Et ce qui nous a permis en réalité de réaliser toutes les étapes de migration et de se dire, bah, on a démarré certes peut-être en retard, mais on n'a rien à reprendre, entre guillemets, en dehors des PNS comptables. Et la communication, c'est aussi auprès des fournisseurs, parce qu'on se rend compte que finalement, nous, on n'a pas de carte d'achat, donc on n'a pas pu faire de paiement sur la période où on était fermé. Mais derrière, il y a eu un courrier qui est parti à l'ensemble de nos fournisseurs, actifs ou pas actifs, via un public postage, et tant pis, on a envoyé des milliers de courriers pour informer qu'on était dans un projet de migration et que les opérations comptables et de paiement allaient être suspendues. C'est bien parce que tout le monde est au courant et que on n'a pas eu de relance sur janvier. Potentiellement sur février, on n'a pas eu de relance. Après, à partir de début mars, bah, ça a commencé à faire un peu, voilà, certains fournisseurs sont revenus au créneau. Donc c'est pourquoi, bon, l'enjeu, c'est certes la coordination entre les trois équipes, mais derrière la communication, que ce soit en interne, en externe, et derrière, on n'est pas trop embêté. Voilà ce que je voulais préciser par rapport à notre migration. Merci beaucoup, Moussa, pour ces compléments. Oui. Et puis après aussi, ce qui est important, c'est que vous n'êtes pas obligé de partir avec toute la suite Fiori, comme l'a fait l'ENS. Et hier, c'était, je ne sais plus quel site qui disait la même chose. Sorbonne, pardon. Un trou, excusez-moi. Et du coup, c'est des choses qu'il faut se poser. Est-ce que je pars avec tout le module Fiori et donc je suis contraint de former mes personnels avant, ou est-ce que je séquentialise et du coup je fais d'abord la reprise, le démarrage, puis je profite de ma première année pour former mon personnel et mettre en œuvre les nouvelles fonctionnalités. Donc ça, bon, quand vous aviez déjà la démat, c'est peut-être pas un choix que vous pouvez vous permettre, mais quand vous n'avez pas la démat, ben, vous pouvez vous permettre de faire ce choix. Et pour Fiori, comme personne l'avait, ben, c'est au choix vraiment des établissements. Stéphane, toi, tu avais fait un choix différent. Vous êtes parti directement avec Fiori. Oui, parce que effectivement, comme on avait Sifac Web qui était utilisé comme une forme de précommande. Il fallait bien qu'on ait quelque chose qui remplace l'actuel, et c'était l'option de passer par Fiori, donc on a dû démarrer directement avec l'utilisation de Fiori. Merci. C'est vrai que nous, on a fait le choix de séquencer, hein, c'est-à-dire de le faire par étapes, de se dire, ben, on ouvre Sifac avec un périmètre du moins existant, ISO avec ce que les gestionnaires ou toute la communauté connaissaient. Ça crée peut-être un peu moins de frustration sur ce nouvel outil. Et de l'autre côté, c'est amener petit à petit Fiori et ensuite basculer sur la démat. C'est vrai que le volet formation, on ne l'a pas traité dans l'immédiat parce que potentiellement, c'est des transactions qu'ils connaissent, pas de changement. Donc, ils ont tout de suite été rassurés d'une part et ils ont été tout de suite opérationnels pour pouvoir relancer les bons de commande. Donc, c'est un choix qu'on a fait et pour l'instant, bah, ça tourne plutôt bien. Et puis, l'idée, c'est de pouvoir petit à petit basculer sur Fiori et ensuite la démat. On n'avait pas démat, donc bon, voilà. Merci. Merci. Il y a des questions apparemment ou des mains levées dans l'assistance ou pas? Non? Après, juste à titre d'information, les PNS et les IMO sont en cours de reprise et l'objectif de l'AMU et des établissements en vague B, c'est que ces reprises soient terminées avant l'été. Voilà, titre d'information. Il y a une forte contrainte, alors là c'est éditeur SAP pour la reprise des IMO, elles doivent forcément se faire dans l'année suivante de la migration. Donc forcément, vos immobilisations doivent être intégrées pour la vague B
au plus tôt et au plus tard en décembre 2025. Après, on souhaite que ça soit avant. Voilà, nous, on pousse l'accompagnement sur ce sujet-là qui soit fait au moins avant l'été. Parce qu'on sait que c'est lourd, c'est aussi du stress. Et ça, potentiellement, ça vous empêche aussi de faire votre première simulation établissement au moins à juin. Une pré-clôture, on va dire, semestrielle, avec une visibilité des premiers amortissements qui peuvent tourner, donc une projection dans le pilotage. Donc c'est ça notre objectif. Donc là, il y aura un accompagnement dédié pour ces points-là aussi. Voilà. Après, il y avait beaucoup de sujets, des questions sur comment vous êtes préparé, quels tests avez-vous fait, comment avez-vous formé vos personnels ou n'avez-vous pas formé vos personnels. Donc là, c'est pareil, si vous pouvez nous donner vos retours d'expérience sur ces thématiques-là. Justement, avec le choix du démarrage. C'est pour ça que c'était bien de préciser quel choix vous aviez fait. À Nantes, d'ailleurs, tu es le premier à pouvoir parler. Je crois que vous avez fait le choix de partir sans Fiori. Du coup, est-ce que vous avez quand même fait des tests, des formés? Comment ça s'est passé? Effectivement, Carole, là, à Nantes, on a fait le choix de séquencer un peu dans ce qui a été expliqué par le collègue précédent. C'est quand même plus simple l'appropriation de ce nouvel outil si on n'a pas le module Fiori. Honnêtement, pour nos gestionnaires, ils n'ont pas vu un énorme changement entre CIFAC et CIFAC+. On a simplement fait quelques webinaires d'accompagnement sur la partie formation. C'est vrai qu'on était quand même un peu le nez dans le guidon sur la période de migration à la fin de l'année 2024. On a quand même réussi, et j'insiste là-dessus pour les collègues, c'est l'expérience nantaise, hein. Quand on parlait de mettre en qualité, un élément à vraiment mettre en qualité, selon moi, ce sont les tiers, les business partners dans CIFAC+. Il y a vraiment un enjeu derrière parce que je trouve que c'est bigrement important derrière et que ça facilite grandement les choses quand les choses sont bien faites. Et inversement, ça peut poser des petits soucis dans la migration si c'est pas fait correctement. Et accessoirement, tout ce qui est fait, c'est très, très, très logique, mais bon, tout ce qui est fait au mois de décembre n'est pas fait au mois de janvier. Donc, si vous pouvez basculer les tiers dès la fin de l'exercice, ça suppose effectivement d'arrêter suffisamment tôt les flux pour se dire, bah là, on arrête. Et à partir de là, on peut commencer à basculer les tiers. Et ça, c'était quand même une opération importante. Par contre, on n'a pas pu profiter, nous, sur la fin d'année 2024, de la base de pré-production pour qu'on puisse dire aux agents de l'utiliser. Bon, ça, c'est un choix à faire. C'est pas forcément un regret, mais voilà. Nous, on n'avait qu'un mandant, entre guillemets, de pré-production. Donc, du coup, il a servi plutôt à la migration et pas aux formations. C'est une réflexion que vous devez avoir pour moi pour les sites de l'AVAXé. Ça peut être pertinent d'avoir un autre mandant de pré-production, mais Carole Laure, tu préciseras beaucoup mieux que moi cette thématique-là pour que vous puissiez en bénéficier pour faire la partie formation. De toute façon, cette partie formation, j'ai envie de dire qu'elle a du sens qu'à partir du moment où il y a un certain nombre d'objets qui sont migrés. Sinon, on navigue un peu dans le vide. Donc, du coup, nous, on a attendu de faire les webinaires vraiment à la toute fin du mois de janvier. Et les premières commandes sur CIFAC+, ont pu être faites sur la deuxième semaine de février. Donc, on n'a pas connu beaucoup de difficultés sur cette partie-là. Côté Ordo, honnêtement, le changement à côté dépenses, il était mineur, comme on n'est pas le module Fiori. Plus compliqué côté recettes parce qu'on vient juste de réouvrir là récemment, donc c'est plus frais. Et par contre, le changement côté compta et au niveau du service facturier, c'est la nouvelle démat. On en reparlera tout à l'heure, donc je ne vais pas trop développer là, mais pour nous, c'est là que ça a été le plus compliqué, clairement, et ce l'est encore. On n'a pas encore rattrapé tout le retard, loin de là. Et juste un mot sur les référentiels. Nous, on a fait le choix de ne pas modifier notre référentiel. On pensait que ça allait simplifier la migration. Après, on ne saura jamais si ça simplifie ou pas. Mais nous, c'est le choix qu'on a opéré de ne pas modifier notre structure budgétaire et analytique pour justement essayer de simplifier au maximum la migration. Donc, voilà pour la partie test et pré-production. Et sur la partie formation, un dernier mot peut-être où on a quand même... comment dire ça? On a essayé de valoriser en interne, on parlait de la communication, je pense que c'est effectivement très important dans ce projet, la communication.
Et à un moment donné, il y a eu une petite période de flottement lorsqu'on a démarré en février, puisque beaucoup d'acteurs ne voyaient pas forcément la plus-value de CIFAC Plus par rapport à CIFAC, étant donné qu'on n'avait pas pris le module Fiori. Donc, on a essayé de travailler beaucoup sur les tuiles, qui c'est le petit plus, entre guillemets, et ça a plus ou moins fonctionné quand même en interne, où les collègues ont effectivement pu constater qu'il y avait des petites évolutions. Donc voilà, on a quand même insisté pas mal sur les tuiles et sur, en amont de cela, sur bien travailler sur qui fait quoi dans l'outil pour que le paramétrage et les accès donnés au gestionnaire soient le plus correct possible avec les bonnes tuiles qui apparaissent dans CIFAC+. Je vais essayer de répondre à une question qui a été posée, parce qu'on n'a pas répondu sur une question du collègue de l'UBO sur la période entre guillemets de fermeture de l'outil. Nous, c'était un peu plus de 2 mois. Et on a mis en place des bons de commande version papier avec un système de tickets où on obligeait les acteurs à passer par nous, comme pour faire tout simplement qu'on puisse mettre une numérotation sur la commande. Et dans le plan de continuité d'activité, on est venu dire quelles sont les commandes urgentes. Par exemple, on s'est battu, c'est tout con, hein, mais on s'est battu entre guillemets sur les galettes des rois, à tel point que on a autorisé les achats de galettes de roi, vous allez sourire, via le marché traiteur sur la période de la fin d'année 2024, en octobre-novembre, en accord avec nos traiteurs, pour pas t'embêter avec ce sujet-là à la rentrée, mais on a quand même été un petit peu embêtés. Et donc, on a été ferme là-dessus, en disant, bah non, là, c'est pas une urgence, donc on fait pas de commande d'achat sur les galettes des rois, on fait pas de commande d'achat sur le restaurant du coin, etc. Par contre, effectivement, la chaudière qui tombe en panne, qu'on ne pouvait pas prévoir, ça, on va le faire. Donc, on a passé quelques commandes, mais ça a été assez limité, parce que je pense qu'on a, sur cette partie du projet, ça a été relativement bien piloté, et les collègues ont bien intégré qu'il fallait faire le maximum d'engagement de dépenses sur la fin d'année 2024, considérant qu'en début d'année, on savait qu'on ne serait pas en capacité d'en faire sur à la fois décembre et janvier. Donc voilà, bon de commande papier, même chose sur les ordres de mission. Ordre de mission, c'est pareil, on leur a dit, bon, bah, on n'a pas le choix, l'outil ne fonctionne pas. Nous, on utilise Nautilus, on en reparlera tout à l'heure probablement, qui ne fonctionnait pas en parallèle de CIFAC Plus sur cette période-là. Et donc, on a mis en place des ordres de mission 10 papiers et on a demandé aux agents qui se déplacent d'avancer les frais. Et ça s'est relativement bien passé. Et puis en plus, là, depuis, sur cette partie-là, ça a été relativement rapide. On a pu procéder au remboursement assez rapidement. Donc, on n'a pas eu de difficulté majeure. Et bizarrement, quand on demande aux agents d'avancer les frais, on a un peu moins de déplacements. Voilà. Peut-être qu'il y a une cause, effet de cause à effet. Voilà pour la partie nantaise. Et puis, j'essaierai avec les autres collègues de répondre aux différentes questions qui arrivent dans le chat. Merci. Donc voilà, ce qu'on en déduit, c'est sur la partie des maths, tu n'as peut-être pas suffisamment formé et tu aurais dû, ou ça a été plus dur. Et sur le reste, comme c'est quasiment la même chose que vous avez utilisé, à part de la communication, il n'y a pas eu de formation aux équipes dédiées, quoi. Et pour revenir sur le moment de formation, enfin, excuse-moi Hervé, hein, mais du coup, je fais coup double avec Carole. Sur le moment de formation, en fait, si on appuie ce que tu as dit, en fait, c'est qu'on ne peut pas utiliser la pré-prod et mise en mode migration avec un fonctionnement de formation. Donc, au-delà du jeu de données qui est déjà migré, il y a quand même des points de paramétrage pour être dans une réalité quand même de formation, pour que les utilisateurs se rendent compte, et du coup, ça stoppe la migration. Donc, on ne peut pas faire cohabiter les deux. Donc, soit il faut faire un choix en établissement conscient de je suis assez avancé dans ma migration et je transforme ma pré-prod en formation temporaire, soit bah, je demande un mandant dédié de formation qui peut être copié à partir de la pré-prod. Donc, comme ça, vous avez déjà le jeu de données, mais c'est un coût supplémentaire. Et là, du coup, je laisse la parole à Carole si tu veux ajouter le montant ou un mandant supplémentaire, c'est 10 000 € par an. Mais au-delà du montant, on a eu des sites aussi VAC-B qui ont demandé des mandants supplémentaires pour former. Et en réalité, comme c'était la même équipe qui faisait la migration et la formation, ils ne s'en sont pas vraiment servis. Donc, il y a deux choses à réfléchir. C'est déjà, est-ce que j'ai la capacité de former en parallèle de mes tests de migration?
oui ou non, parce que déjà, si c'est non, ben, du coup, ça sert à rien de commander ce mandant supplémentaire. Et après, il faut déterminer un périmètre de reprise suffisant pour ce mandant de formation, parce que comme l'a dit Guérec, il faut quand même que, pas Guérec, Hervé, pardon, aujourd'hui, il faut quand même que vous ayez repris un minimum de données pour pouvoir faire de la formation. S'il n'y a pas de tiers, s'il n'y a pas de marché, s'il n'y a pas de OTP, par exemple, ça va être plus difficile de montrer aux personnes comment faire des commandes sur les nouveaux écrans Fiori. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Après, étant donné qu'on va livrer les environnements là au plus tard début juin pour les derniers qui seront personnalisés, voilà, il faut voir est-ce que vous avez le temps et vous allez faire la reprise courant l'été. Si vous faites vos formations que septembre, octobre, voilà, à l'automne. Vous n'avez pas forcément besoin d'un deuxième environnement, sauf si vous voulez garder le premier pour refaire de la reprise. Mais voilà, est-ce que vos équipes sont capables de mener les deux chantiers en parallèle? C'est pour ça que vous n'êtes pas obligé de prendre Fiori tout de suite, parce qu'on a conscience que ce n'est pas toujours possible de faire de la parallélisation. Et après, si vous décidez de faire cette parallélisation, il n'y a pas de souci, vous nous demandez un mandant supplémentaire, on vous envoie un devis et à la réception du bon de commande, on vous le met à disposition. Voilà, et après, il peut y avoir des stratégies. Je fais ma reprise sur le premier mandant et quand j'en ai repris assez, je demande une copie sur le deuxième, puis je passe le deuxième en écriture et je forme les personnes, ou je fais une reprise à minima sur ce deuxième mandant et je forme direct les personnes. Voilà. Et après, pour le premier point que j'avais évoqué, Hervé, tu confirmes, du coup, c'est plus sur la partie des maths où tu as dû un peu resensibiliser, former tes équipes? Oui, c'est sur la partie des maths où on a rencontré le plus de difficultés. Parce qu'en fait, la démat, elle est vraiment nouvelle de ce point de vue-là. Et bon, bah, voilà, enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais je pense on essuie un petit peu les plâtres. Ce sera probablement pas le cas pour la vaccine où tout fonctionnera correctement. Nous, on a eu quand même quelques dysfonctionnements, on en a encore d'ailleurs. Mais pour assurer les collègues en dehors de la démat, parce que comme la démat, les workflows ne fonctionnent pas, bah, ça a une incidence avec la partie ordo forcément. Mais sur CIFAC+, sur la partie commande d'achat, certification du service web, enfin toute cette partie-là, très sincèrement, ceux qui ne prennent pas le module Fiori, moi je ne vois pas vraiment l'utilité de mettre en place un plan de formation en tant que tel. Nous, on a fait 2 webinaires et ça suffit amplement. On a grosso modo 300 gestionnaires. Bon, sur le lot, il y en a bien 10 qui vont dire « Ah bah, je ne retrouve pas mon petit bouton de validation parce qu'il est plus en haut, il est en bas à droite. » Bon, les changements sont tellement mineurs que la plupart des collègues s'approprient la conduite du changement assez facilement. Par contre, effectivement, sur la dématérialisation, aujourd'hui, on est obligé de contourner un peu les obstacles. Donc, on est en mode projet. C'est quelque chose à anticiper, probablement, que nous, n'a pas forcément suffisamment anticipé. On avait bien anticipé la période d'arrêt des commandes. On s'est dit, ça va repartir en rythme de croisière dès la fin février, pour faire simple. Et en fait, au moment où je vous parle, on n'a pas encore atteint un traitement de facture identique à ce qu'on faisait l'année précédente. Donc voilà, on a encore quelques ajustements à procéder. Bon, bah, ça tombe bien, on vient d'avoir une release qui a été mise en œuvre pas plus tard qu'aujourd'hui et qui fait ce qui, entre guillemets, améliore notamment la partie dématérialisation. Donc j'espère qu'on va être un petit peu plus productif. Mais voilà, pour l'expérience nantaise, on n'a pas rattrapé le retard, entre guillemets, de l'interruption de ces 2 mois-là, hein, parce qu'on a continué à recevoir les factures. Et sur la démat, voilà, c'est là qu'on a le plus de difficultés avec les collègues, accentuées dans la situation nantaise du fait que on n'avait pas de soutien au niveau de notre DSI, puisque, je vous le disais en introduction, le collègue qui s'occupait de la partie CIFAC est parti à la retraite. Donc ça nous a un petit peu handicapés, il faut reconnaître. Merci. Et effectivement, je ne sais pas si Virginie l'a précisé, mais que ce soit le module Fiori Dépenses ou le module Démat+, c'est des modules qui sont utilisés pour la première fois par la vague B, donc ils font vraiment office de pilote. On les remercie, ils éprouvent la solution. Pour la simple et bonne raison que les 3 pilotes n'avaient pas mis en œuvre ces nouveaux modules, donc ils n'avaient jamais été éprouvés à l'échelle, et les premiers sites qui les éprouvent à l'échelle, ce sont les sites de la vague B.
Et pour revenir sur le focus des maths, pour les multisociétés, donc ce qui est le cas de Nantes, et je crois que Nice, De vous avez Nice. de Nice Et Nanterre. et Nanterre, bah, les trois. Les trois. Vous n'avez pas eu de chance. Ça marchait pas très bien au début. Les factures partaient pas au bon endroit. Il y avait des recyclages à tort. Donc, effectivement, ça a été un petit peu compliqué. Il me semble que ces points sont corrigés, mais seulement là récemment. C'est en cours. Sur le recyclage, c'est en cours. Voilà, c'est en cours. Ouais. Du On a coup, fait des solutions de contournement et l'évolution est en cours. Voilà. Donc, effectivement, c'était un petit peu compliqué au début. Et par contre, les workflows, maintenant, ils se déclenchent bien aux bonnes personnes. Mais voilà, c'est vrai que là, la mise en production a été un petit peu compliquée, on va pas se mentir. D'ailleurs, les agents comptables l'ont dit hier, hein, c'était Toulouse qui parlait, qui disait voilà, il a fallu 2-3 semaines avant que ça fonctionne bien. Et s'approprier les écrans. S'approprier les écrans, que la production fonctionne bien. Et puis après, il faut pas oublier que les fournisseurs, même si vous aviez communiqué, ils ont continué à déposer des factures sur Chorus, qui sera aussi votre cas à l'AVAXE. Donc, vous aurez moins d'anomalies de la solution grâce à vos collègues qui l'éprouvent et on les en remercie. Par contre, le pic d'activité quand vous allez rouvrir la démat, vous l'aurez. Et ça, par contre, voilà, ça peut être d'un seul coup recevoir les factures qui ont été déposées pendant 2 à 3 mois sur le portail, ça fait beaucoup. Et si jamais ces factures sont liées à des commandes sur lesquelles il n'y a pas de service fait, ça envoie des workflows à tous les gestionnaires concernés. Donc, on avait des exemples côté INSERM où certains gestionnaires ont reçu 100 workflows d'un coup à l'ouverture de la démat. Donc, ça peut être assez perturbant. Ça aussi, voilà, au-delà du fait que, et là on les remercie, ça marchait pas forcément très très bien au démarrage, il y a ce phénomène que les fournisseurs, bien qu'on communique, ils envoient les factures et c'est normal. Donc, il y a aussi ce pic d'activité qui arrive qu'il faut absorber au redémarrage. Après, je ne sais pas si Stéphane et Ingrid, vous voulez intervenir sur ce volet-là, en fait, préparation et les tests ou pas. Oui, donc je voulais quand même préciser parce que ça a été dit par certains collègues et c'était quelque chose pendant laquelle l'AMU nous l'a répété à maintes reprises et je pense qu'ils le font pareil pour la VAXE. C'est le groupe en fait qui va travailler sur le projet et sur le fait de ne pas d'éviter autant que faire se peut que les agents qui travaillent au quotidien soient aussi mobilisés énormément sur ce projet-là. Bon, le fait est que je pense que vous, comme nous tous, on fait comme on peut, qu'on ne peut pas forcément recruter des gens dédiés spécifiquement à ce projet. Et nous, il s'avère qu'on était un petit noyau dur de 3-4 personnes. Donc, on était 3 DF, donc notre référent fonctionnel, on n'en a qu'un sur l'UPN, la Houssine, responsable service dépenses, ainsi que moi-même, donc pour tout ce qui est mise en qualité, pour les tests en pré-prod et pour la migration en pré-prod et en prod. Donc, nous... en fait, la pré-prod, on ne s'en est pas du tout servi pour de la formation. Par contre, on s'en est beaucoup servi et ça a été très utile pour tester le cockpit de migration. Et ça nous a permis déjà de nous planter une première fois, on va dire ça en pré-prod, mais surtout de comprendre et d'analyser nos erreurs et de limiter en fait en prod parce que du coup, on avait pu tester. Et la migration des BP, alors je ne veux pas vous faire peur, mais le MOP, c'est un bon roman. Voilà, il fait je crois, à peu près 200 pages. Donc, ça peut être un peu effrayant la première fois qu'on ouvre. Et puis surtout, il faut s'habituer à de nouveaux noms, à de nouvelles notions. Donc nous, on n'a pas du tout fait de formation. Et puis, à l'instar des collègues, on a aussi séquencé. Et pour le moment, nous n'avons pas ouvert le mode Fiori pour ce qui est la dépense de manière générale. Donc, sauf pour le service facturier qui en a besoin effectivement pour la démat dans CIFAC+. Mais donc, pour le moment, nous, il n'y a pas eu de plan de formation. Il y a eu des plans de communication tout au long de l'année. Alors,
peut-être pas autant qu'on l'aurait souhaité et qu'on aurait pu, parce que c'est pareil, c'est-à-dire que l'équipe qui fait la mise en qualité et qui fait la migration, c'est la même qui prépare les plans de communication ou les plans de formation. Donc, vous vous imaginez qu'en plus de nos portefeuilles d'activités quotidiens, c'était assez chargé. Donc, il n'y a pas eu de formation et il n'y en a pas nécessairement eu besoin. Par contre, je sais que quelques semaines avant l'ouverture, on a réuni l'ensemble des correspondants financiers et on leur a présenté un petit peu le bilan de tout ce qui avait été fait et ainsi que les recommandations qu'on leur demandait de faire et en fait le plan d'accompagnement et d'aide en cas pour la première prise en main, qui n'a pas été extrêmement difficile en fait. Voilà, donc nous, la pré-prod, ça a été essentiellement pour nous, pour la migration. C'était quoi les trucs concernant la prise en main par les agents, pas de plan de formation. Donc non, on n'a pas fait de plan de formation. Par contre, quand on va lancer Fiori, c'est-à-dire qu'on aura fini l'ensemble de la migration, le but, c'est que nous, on lance la deuxième étape de la migration. Et vraiment, ce que nous, on a vendu également en interne, c'est l'interface Fiori. Et d'ailleurs, nous, on a un peu hâte de se lancer parce que de ce qu'on a vu, c'est quand même un plus. Donc là, effectivement, il y aura des groupes de travail qui seront constitués, des formations qui seront prévues, mais voilà, c'est prématuré pour avoir quelque chose de vraiment cadré, quoi, en fait. Alors, Merci. peut-être, Vas-y. pardon, côté Nice. Alors nous, la particularité, c'est effectivement, on avait prévu de démarrer avec Fiori, donc il a fallu mener en parallèle, et nous, dans un second temps, on a finalement pris l'option de prendre un deuxième mandant pour pouvoir mener les formations tout en ayant un mandant qui était réservé et qui serait à terme réservé à la migration. On a préparé des supports de formation et ça a permis de faire. Alors, on a été obligé d'un peu la décaler. On avait prévu plutôt octobre-novembre et finalement, ça a été sur la deuxième quinzaine de novembre qu'on a fait des formations à l'attention de ceux qui seraient demandeurs d'achat. Alors chez nous, c'était un concept différent parce qu'on avait Sifac Web, donc les personnes faisaient des précommandes et ils arrivent à faire maintenant, ils doivent faire des demandes d'achat, c'est un nouvel objet qu'on n'avait pas, donc c'est un concept très différent. Et d'ailleurs, si on parle de démat, parce que ça a été évoqué, la démat par rapport à ceux qui avaient la démat avant, elle est quand même différente. C'est-à-dire que le fonctionnement, elle n'est pas le même. La notion de workflow, quand il fonctionne bien, ils vont pas. C'est plus la même logique qu'avant. On va pas, le workflow ne va pas à celui qui a créé la pièce. C'est celui qui a une autorisation sur un ensemble de CF. Donc, certaines personnes vont recevoir des workflows en disant, mais non, mais moi, c'est pas moi. Enfin, voilà. Donc, il y a quelque chose qui est quand même à préparer sur la démat, surtout pour ceux qui l'avaient, parce que les concepts sont quand même très différents. Nous aussi, on a eu, voilà, ça a été un peu difficile, ça l'est toujours au niveau du service facturier, hein, déjà pour eux, pour appréhender le nouveau fonctionnement, pour appréhender encore les difficultés qui subsistent, pour rattraper le retard. Donc nous, la période de formation, elle s'est échelonnée, on va dire, sur le mois de novembre. On avait eu le module assez tard sur la démat, donc ça a été compliqué de pouvoir former véritablement. On a surtout consacré le peu de temps qu'on avait à essayer de la comprendre, en plus du fait que l'espace de qualification de Chorus, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux pour pouvoir générer des pièces efficaces de test. Donc on a fait un peu comme on a pu, on a vu un peu comment ça marchait, mais véritablement, tous les cas particuliers et la réalité, on l'a vu quand on l'a eu en prod, quoi. Et c'est là qu'on a pu se rendre compte des difficultés et essayer d'avancer en termes de fonctionnement avec ce qu'on avait. Ça, ça a été, disons, plutôt bien ressenti, la première phase de formation. Il y en a eu une seconde qui a eu lieu courant janvier, c'est-à-dire quand ben voilà, l'équipe déploiement était vraiment complètement dans la bascule des flux. L'ensemble des équipes métiers qui ne pouvaient pas avancer, elle, par contre, a refait une passe de formation
à l'attention de tous les publics, profitant de cette période où effectivement rien ne pouvait se faire pour reprendre un peu les concepts et refaire des essais grâce à la base de formation que l'on avait. Et en parallèle, on pouvait également travailler sur la reprise. Et donc, ça a permis, comme je l'ai dit, d'arriver à reprendre globalement mi-février avec des personnes qui étaient relativement formées, même si c'est vrai que le passage, il y a quand même il y a quand même un changement, il y a quand même des petits concepts qui changent. C'est pas très compliqué, mais voilà, il y a un changement à appréhender dont il faut tenir compte dans la conduite du changement auprès des publics quand on passe en Fiori. Merci. Alors, du coup, je vais rajouter sur la démat. Je ne sais pas si ça va rassurer, mais on a quand même pas mal d'évolutions qui sont prévues sur cette année, toujours pour améliorer la solution. Hein. Oui. Il y a une salle ouverte avec la vague B qui continue, vague A et vague B, qui continue tous les jeudis matins et où il en ressort, grâce à vous, des évolutions futures qui sont programmées. Donc, encore tout le calendrier des dates de ces évolutions. Voilà, déjà, depuis le début de l'année, maintenant, on gère les multi-sociétés, ce qui n'était pas le cas à la mise en prod et les difficultés qu'ils ont rencontrées. Le routage des workflows s'est amélioré aussi. Et là, maintenant, on a corrigé les principaux bugs, on fait des évolutions. Donc, une des évolutions là, qui va être livrée prochainement, c'est gestion de la tolérance. Ça veut dire que si vous avez mis dans vos fichiers de perso une gestion de tolérance, les workflows d'écart ne seront pas envoyés si l'écart est inférieur à votre tolérance. Là, il y a beaucoup de sites qui se plaignent qu'il y a des workflows qui partent parce qu'il y a des écarts d'1 centime, 2 centimes, 3 centimes, donc qui sont en dessous du seuil de tolérance et qui pourraient permettre une comptabilisation. Donc ça, déjà, c'est la première chose qui va être reçue. Voilà, de ne plus déclencher des workflows d'écart si c'est en dessous du seuil de tolérance. Et donc, ces factures, si elles ont tous les critères, elles seront comptabilisées ou arrêtées en pré-comptabilisation si vous avez mis des critères pour qu'elles s'arrêtent. Et aussi, ce qui va être mis en œuvre un peu plus tard, mais qui est déjà en cours, mais qui est plus long à développer, c'est que au retour de workflow, donc les workflows automatiques, absence de service fait ou d'écart, la facture tente de se recomptabiliser automatiquement sans qu'il y ait besoin qu'un comptable repasse dessus. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a les workflows automatiques, l'ordonnateur réalise sa tâche, il dit qu'il l'a réalisée et la facture revient chez le comptable pour qu'il puisse la valider. Sans vraiment d'intérêt si ce n'est pas une facture qui est déterminée comme devant s'arrêter automatiquement. Donc ça aussi, c'est des évolutions qu'on met en œuvre. Voilà. Il y en aura certainement d'autres, je ne les sais pas tous par cœur. De l'affichage, du reporting aussi. Voilà. Je ne sais pas, il y avait le TCP qui ne s'est pas exprimé sur ces points. Peut-être que vous avez des choses à rajouter. En fait, on constate en écoutant les collègues qu'on a à peu près tous vécu la même histoire. Effectivement, que c'est ce que je voulais quand même partager avec les collègues de manière très macro, c'est-à-dire que sur le mode projet, c'est un élément qui est important de se structurer en mode projet sur ce point-là, en amont. Néanmoins, on sait que dans l'enseignement supérieur et la recherche, ça reste quand même quelque chose d'assez compliqué. Et qu'on est plutôt dans du travail au fil de l'eau, et puis on verra après ce qui se passera. Et globalement, ça fonctionne. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait à un moment un sponsor. Donc dans les gros établissements, le DAF, c'est très bien. Que ce sponsor doit avoir des échéances en tête, notamment le cadencement de la reprise, tout ce qui est reprise de référentiel, tout ce qui est reprise ensuite de flux, etc. Et pour chaque élément de reprise, il y a potentiellement des soucis. Et donc, qu'ils fassent le point régulièrement avec ses collègues qui sont en charge de cette reprise pour savoir s'il y a des soucis et qu'on ne reste pas un moment coincé, parce que l'enjeu des collègues qui font la reprise, c'est d'y arriver. Et donc, ils essayent. Des fois, ça coince, on réessaye. Et puis, au bout d'un moment, on appelle l'AMU. Donc, les collègues de l'AMU nous disent « Ah oui, il y avait un problème, on a oublié de vous dire. » Donc, ah mince, ok, d'accord. Donc, on reboucle et puis on avance comme ça par itération et ça avance. Et des fois,
d'avoir ce temps d'échange avec le sponsor, de dire, bon, on en est où, qu'est-ce qui bloque, etc., sans forcément que ce soit très formalisé, mais au moins que ce soit que le sponsor ait ses grandes échéances en tête, ça peut aider, ça peut cadencer, que le sponsor garde en tête, nous, notre objectif, c'était une rouverture à début mars. Donc, on a eu un mois de retard par rapport à notre objectif, mais on avait cet objectif en tête. Je pense que si on n'avait pas cet objectif en tête au fil de l'eau, on aurait pu dériver assez largement sur le planning. Donc, c'était de se dire de bien avoir en tête quelqu'un qui a cette idée du planning, qui rappelle les plannings de manière douce et agréable, parce que les équipes qui sont en charge de la reprise ont un boulot qui est pas facile, qui est dur et qui est chronophage et pas forcément agréable, mais d'avoir quelqu'un qui permet de sortir la tête de l'eau et de se dire, bon, là, c'est DA, ou là, si on comprend pas trop ce que nous dit l'AMUS, et on va voir les collègues d'à côté dans un autre établissement. Donc, on avait échangé, nous, avec Sorbonne, qui est pas loin, de savoir est-ce que vous avez le même souci, est-ce que ça coince, qu'est-ce qu'il y a, est-ce que c'est nous qui sommes en retard, est-ce que, voilà, et ça permet aussi de se rassurer. Ou ça, je sais pas si tu veux compléter sur les éléments formation, test, etc. après. Ou sur Déjà, ce que on n'a pas eu un mois de retard, hein, Guérit, quand même. Exagère pas. Non, au niveau des tests, c'est vrai que... Non, on avait prévu début mars, on a ouvert le 18, mais c'est vrai que pour rebondir là-dessus, c'est que on a fait le choix à un moment donné d'ouvrir la base pré-prod à tous les utilisateurs de telle manière à ce qu'ils puissent, d'une, se loguer pour identifier s'il y a des problèmes de connexion, de deux, de tester les flux. Une petite recette, ça a duré 48 heures, mais ça a permis d'identifier à un moment donné un certain nombre de blocages qui, au moment de la bascule en prod la semaine suivante, a pu limiter, je dirais, des problématiques et des questions. On n'a pas fait de formation parce qu'on est resté sur un périmètre identique à ce qu'on connaissait sur Sifiac ECC. Mais cependant, on a réalisé avec Nidal, parce que sur le projet, en réalité, on n'était vraiment que deux, hein, à tout faire, même si on était accompagné des correspondants financiers. On était réellement que deux sur ce projet. On a réalisé des salles ouvertes un peu sur le même modèle que l'AMU. On s'est dit, qui veulent se connecter, se connectent. Et puis, on déroule comment se connecter, comment fonctionne SIFAC. On l'a vendu SIFAC dans le sens où on a vendu à la communauté une interface plus intéressante, une lecture de l'information plus directe. Donc, c'est vrai que on nous a remonté, mais qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Donc, j'ai dû faire une autre salle ouverte avec quelques slides sur Fury. C'est en leur disant, voilà, ça va arriver. Voilà ce que vous allez avoir. Des beaux graphiques, des beaux diagrammes, etc. Donc, il y a tout un volet communication qui est important là-dessus aussi. Mais sur l'environnement test, formation, on ne l'a pas vraiment fait. Mais on a donné accès à la base pré-prod à tout le monde et on leur a dit, allez-y, faites des bons de commande, faites faites ce que vous avez l'habitude de faire, remontez-nous des problématiques, des blocages que vous avez. Voilà ce que j'avais à ajouter. Merci. Merci à tous les quatre. Merci beaucoup. Oui. On fait une petite pause question, du coup, question-réponse. Oui. Je remonte, du coup. Oula, je ne sais pas si j'ai loupé des... Alors, il y avait une question de Nathalie Collor qui demandait si on pouvait mettre Fiori à tout moment. Oui. C'est pas une obligation de partir avec. Et vous pouvez et vous n'êtes pas obligé d'attendre un démarrage d'exercice. Vous pouvez activer les fonctionnalités, mettre les rôles aux personnes concernées à tout moment quand vous êtes prêt. Il y avait cette question-là. J'ai après, une question sur le budget rectificatif, vous l'avez vu? Non, pas vu. Est-ce que certains établissements ont été amenés à réaliser un budget rectificatif en fin d'année du fait du passage à SIFAC+? C'est parfait parce que c'est en lien avec la suite, c'est magnifique. Voilà, gestion de la clôture comptable et budgétaire, des données comptables. Bon, alors là, on est plus sur les données budgétaires avec vous qu'avec les agents comptables d'hier, mais voilà, est-ce que le fait que vous ayez fermé plus tôt a eu des impacts sur votre clôture budgétaire? Est-ce que vous avez dû faire un BR? Est-ce que vous avez constaté une surconsommation, on va dire, justement pour anticiper la fermeture?
Ah oui, là-dessus, non, c'est. Enfin, sur le BR, on a eu une surprise côté école de chimie, c'est que. Enfin, excusez-moi, je prends la parole un peu de manière impromptue, mais Non, mais vas-y, Non, vas-y, hein. Moussa avait anticipé les factures. Donc, on s'était mis en situation de payer toutes les factures, même celles qui n'étaient pas échues. En fait, on avait pris toutes les factures qui potentiellement arrivaient à échéance le 31 mars 2000 N+1 et on avait tout mis dans le flux. Et lorsqu'on essaye de faire notre dernier paiement, fin d'année, là, l'école était fermée, donc potentiellement on était tous en vacances, mais les collègues qui étaient sur Tipac Plus continuaient de travailler de chez eux pendant ce temps-là. Et ils me disent, mais on ne comprend pas, on n'arrive pas à passer le dernier paiement, ça bloque. Mais en fait, on avait consommé toutes nos CP. Et on est arrivé à 100% de consommation de CP, donc c'est un truc à anticiper. Effectivement, on n'a pas pu passer 40 000 euros et qui sont repris dans les PNS liés à cette situation. Voilà, moi, j'ai trouvé ça rigolo. Alors, je ne sais pas si tout le monde trouverait ça rigolo, mais bon, Non, mais voilà. du coup, comme Nanterre a fait la même réflexion, dans la mesure où votre trésorerie le permet, effectivement, anticiper les CP nécessaires à ces derniers paiements, parce que comme pendant 1 ou 2 mois, vous ne pourrez plus payer, voilà, je pense que la stratégie que vous aviez à l'ENSCP était la bonne, d'essayer de payer tout ce qui arrive à échéance pendant la période de fermeture, mais encore faut-il avoir la trésorerie pour le faire et le budget associé, donc les CP. Ce que je peux rajouter là-dessus, c'est vrai que au budget rectificatif qu'on a réalisé, nous, courant octobre, on avait fait le choix de légèrement augmenter nos CP en prévision de décaissements plus importants à la fin de l'année. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir capter fin décembre l'intégralité, je dirais, des factures à payer qui n'étaient pas échues pour pouvoir les payer et les solder. C'est vrai que la surprise, c'est qu'on a eu quelques factures, je dirais un peu moins de 50 000 euros de factures qui n'ont pas été payées. En termes de planning, nous, on a fait le choix clairement de pouvoir laisser ouvert et la possibilité aux gestionnaires de réaliser des bons de commande quasiment jusqu'au 15 décembre sur l'engagement des dépenses. Donc, ça a permis à la fois d'anticiper certaines commandes ou de faire un peu de stock au niveau des laboratoires. Ça a permis, pour certains, de faire leurs OM sur l'année N+1. C'était un peu la stratégie qu'on avait optée à Chimie. Au niveau des référentiels, on les avait figés un peu plus tôt, c'est-à-dire qu'on les avait figés début décembre. Voilà. Mais est-ce que dans la tendance au-delà des CP, vous êtes plus dans la consommation du 12 mois et demi au lieu de 11 sur 12, quoi. Enfin, c'était plutôt ça la question. Parce qu'hier, c'était un peu aussi le retour je crois que c'est l'INSERM, hein, qui du coup avait tellement anticipé, tellement frileux de la fermeture, ils avaient surconsommé en fait par rapport aux autres années courant novembre, quoi. En novembre, mais du coup, ça se régulait sur le nez, quoi. Ouais, c'est ce qui s'est passé à Nantes aussi. On a surconsommé les IAE en 24 par rapport à 23. On l'avait un petit peu anticipé parce que c'était la ligne de conduite qu'on fixait à nos entités en interne dans le cadre d'anticipation du plan de continuité d'activité. On leur disait, vous ne pourrez pas passer de commande en janvier. On a lourdement insisté sur ce sujet-là. Donc, on savait qu'on allait avoir plus de consommation sur les derniers mois de l'année 2024. Donc, on a eu à la fois une consommation supplémentaire en AE et en CP. Par contre, nous, on n'a pas été aussi brillants que les collègues. On a essayé de faire des paiements jusqu'au bout. On a fait des paiements, des factures jusqu'au 30 décembre, c'est-à-dire qu'on avait une permanence à la fois sur la partie compta et finance pour les congés de Noël, mais malgré ça, on avait un stock de factures non payées qui était de l'ordre de 2500 factures à la clôture. La volumétrie annuelle est entre 28 000 et 30 000 factures à Nantes. Donc on savait déjà que ces 2500 factures-là, là, on allait attendre quelques semaines pour pouvoir les mettre en paiement. Donc on savait qu'on partait déjà avec un handicap. Mais bon, on a fait tout ce qu'on pouvait sur cette période de clôture pour pouvoir payer un maximum de factures. On a fait au mieux.
Sur la question qui était posée, qui était que la collègue de Nanterre disait, bah oui, on fait avec les effectifs que l'on a. Nous, on a essayé, on avait l'autorisation de l'équipe de direction d'avoir un recrutement supplémentaire sur cette période-là, mais en fait, on n'a pas réussi à faire le recrutement. Donc, du coup, c'est un élément à prendre en considération. C'est vrai que sur la fin de l'année, il y a forcément une augmentation d'activité peut-être plus importante que d'habitude. Par contre, en termes de certification des comptes, on n'a eu strictement aucun souci avec les commissaires aux comptes. On les avait associés, c'est-à-dire que dès le lancement de la clôture au mois de septembre, enfin, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais on avait fait une petite réunion de lancement avec les commissaires aux comptes. On leur avait soumis à ce moment-là notre stratégie, on appelle notre note des opérations de fin d'exercice en interne, avec l'arrêt des flux anticipés et la manière dont on demandait aux collègues d'identifier notamment toutes les livraisons qui allaient intervenir sur cette période-là, parce que les collègues avaient la possibilité de faire les services faits jusqu'à la fin de l'année. Mais pour différentes raisons, on sait chaque année que un certain nombre d'opérations ne sont pas effectuées. Donc, on leur a demandé d'être encore plus vigilants sur la fin d'année, puisque si le service n'est pas fait, ben, on ne peut pas payer la facture. Et bizarrement, à ma grande surprise, deux éléments éclairants. Le premier, c'est qu'on n'a jamais eu si peu de workflow à la clôture. On avait quasiment plus de workflow côté dépenses. C'est-à-dire que tout le monde a joué le jeu. Étant entendu, bien entendu, qu'en limitant les flux de dépenses à compter de la fin novembre, c'est logique qu'on avait un petit peu moins de workflow fin décembre, mais quand même, c'était quand même un mini-exploit pour nous. Et même chose côté recettes. En fait, au bout d'un moment, on a dit, vous arrêtez d'émettre les recettes, et ils les émettaient à la demande du service recette comptabilité en disant, on a reçu tel versement client, merci d'émettre la recette pour qu'on ait un nombre de PNS qui soit le plus faible possible. Eh bien, bizarrement, c'est sur la fin d'année 2024 qu'on a le nombre de PNS le plus faible possible depuis bien longtemps au sein de notre université. Donc, au contraire, les commissaires aux comptes nous disent, bon, bah, c'est bien qu'on change le système d'information, vous avez nettoyé tous vos flux, et c'est particulièrement propre cette année. Donc, voilà, aucune difficulté de ce côté-là. Par contre, nos commissaires aux comptes sont en train d'anticiper cette fois-ci et de scruter la migration. Et il s'intéresse à la future clôture, celle de l'exercice 2025, pour être sûr qu'on a bien repris l'ensemble des éléments, et notamment tout simplement que notre bilan d'entrée 2025 correspond bien au bilan de sortie, ne serait-ce que ça, et aussi une vigilance qui est apportée par les commissaires aux comptes sur la reprise des IMO et la reprise des financements externes de l'actif. Donc on voit que les commissaires aux comptes sont assez vigilants, non pas sur la clôture de 24, celle de la bascule, mais le premier exercice en mode CIFAT+. Je parle de l'expérience nantaise, bien sûr. Stéphane, peut-être, ou Nanterre, je sais pas. Il y avait deux mains levées, oui, c'était Stéphane et Florence, du coup, dans l'ordre. Oui, je voulais juste compléter, c'était sur le fait que, en fait, c'est un équilibre parce que nous, bon, on a pris l'option, enfin, l'option un peu avec une certaine pression de continuer les flux un peu plus sur décembre. Alors, c'est bien parce que côté ordonnateur, finalement, quelque part, ils se sont retrouvés dans un contexte un peu comme d'habitude. Donc, je ne sais pas s'il y a eu vraiment une surconsommation, mais c'est aussi, on va dire, tout un flot de factures qu'à un moment donné, on va retrouver dans le début d'exercice suivant où on est obligé de démarrer plus tard. Et donc, c'est autant de factures qu'il va falloir prendre en charge au moment où la démat va rouvrir. Donc, je pense que c'est un juste équilibre à trouver entre pas finir trop tôt non plus les flux hors d'eau. Alors, plus on les termine tôt, bien effectivement, mieux c'est parce qu'on peut nettoyer les flux et puis ça nous facture en moins début de l'exercice suivant. Les prolonger, ben, ça permet d'être dans un fonctionnement qui perturbe pas trop les gens, mais derrière, ben, il faut s'attendre à avoir du coup du stock à, du stock à gérer à la rouverture. Du coup, avant la question, j'en profite pour rebondir, parce qu'il y avait une question dans le chat. Et effectivement, la question, c'est est-ce le cas général rencontré, c'est-à-dire 2 mois de fermeture pour la vague B? Oui, en général, petit ou gros établissement, c'est toujours à peu près 2 mois de fermeture, hein, c'est ce qu'on a pu constater.
Voilà, donc ce qu'on voyait hier, c'est qu'il y en a qui avaient fait le choix de fermer en gros décembre, janvier, d'autres c'est plutôt février. Donc ça, c'est des choix établissements. Ouais. Mais globalement, peu importe, ça dure 2 mois à peu près de fermeture. On a des établissements qui l'ont fait peut-être un tout petit peu plus court, 1 mois et demi, d'autres 2 mois et demi, mais voilà, on est quand même sur une moyenne de 2 mois, tout le monde confondu. Et du coup, il y a Florence qui a une question. Elle a levé la main. Oui, c'est Adil Erkibi, le DAF, qui voulait intervenir concernant le BR. Donc, il va intervenir. Bonjour. Bonjour à tous. Nous, on était pilotes, donc du coup, c'est pas la même chose que la vague B. Mais juste, si j'ai un conseil à donner à mes collègues, en tout cas pour le BR, il faut le faire, ce BR de fin d'année. Ça permettra au moins de rectifier l'atterrissage et surtout préparer les fichiers de reprise. Ça, c'est important d'avoir cette visibilité sur ce BR de fin d'année. Mais vraiment, fin d'année, c'est un BR purement technique qu'il faut faire. Moi, c'est juste un conseil pour les futures vagues. Merci Adil. Voilà. Et pour les gens qui ne le savent pas, l'université de Limoges, c'est la première qui a essuyé les plâtres de la migration, puisque c'était notre université pilote l'année avant. Donc pour eux, ça a duré plus que 2 mois et on s'en excuse, mais grâce à eux, pour cette année, ça a duré que 2 mois. Mais c'était les premiers à ouvrir quand même. Ouais, et ils ont ouvert les premiers. Voilà. L'année des pilotes. Voilà, je pense que pour la partie clôture, donc oui, voilà, ce qu'on disait, c'est payer le plus possible, faites un BR s'il vous manque des CP pour simplifier. Quand une main levée, Ah. l'université de Paul Valéry. Oui, Montpellier. Montpellier, ouais. Oui, bonjour. Je remets ma question parce que j'ai bien peur qu'elle passe à la trappe. Tout est super intéressant, mais nous, on est dans des problématiques plus immédiates qui sont déjà bien lointaines pour ceux qui sont passés. On est dans la mise en qualité des flux. Et là, le premier vrai blocage qu'on rencontre, c'est une question d'organisation entre les services. Donc, sans vouloir faire d'obstruction, je préfère poser la question. L'agent comptable nous dit, pour ce que je peux entendre, nous dit les tiers sont créés à la demande de l'ordonnateur, donc la mise en qualité des tiers, c'est à l'ordonnateur de la faire. Ok, donc forcément l'ordonnateur se crispe un peu. Encore une fois, on ne veut pas faire d'obstruction, mais on aimerait bien comprendre. C'est vrai que concrètement, on ne voit pas encore très bien ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour partager les tâches, ou pas d'ailleurs? Est-ce que c'est vraiment à faire uniquement d'un côté, uniquement de l'autre? Voilà, donc je ne visualise pas concrètement comment se fait la mise en qualité des tiers, et si c'est un travail partagé, pourquoi pas, entre les 2 services. Je ne sais pas si vous voulez faire part de votre retour, comment vous avez fait la mise en qualité des tiers. C'est une bonne question de Florence, parce que sincèrement, à Nantes, on a essayé de faire. Bon, après, c'est plus simple pour moi, tu me diras, parce que j'ai les 2 casquettes, mais de faire en sorte que les collègues travaillent bien ensemble sur ce sujet-là. Mais malgré le fait qu'on ait travaillé bien ensemble, on a rencontré quelques difficultés dans la migration des tiers. Ça nécessite vraiment de. C'est la collègue de Nanterre qui le disait. Enfin, c'est peut-être là qu'on a eu le plus de difficultés. C'est assez lourd. Il y a quand même un changement assez notable par rapport à CIFAC. Là, il faut s'imprégner en fait de ce changement-là et bien comprendre les incidences que ça va avoir ensuite. Et nous, on s'est rendu compte a posteriori, entre guillemets, que il y avait intérêt à bien s'assurer qu'on avait mis nos tiers en qualité, parce qu'après, tu avais des blocages. Je peux prendre des exemples concrets. Vous allez me dire, c'est bizarre que vous êtes raté là-dessus, mais bon, c'est comme ça. Par exemple, au moment où tu analyses tous tes tiers, tu vas avoir une stratégie consistant à dire, tous mes vieux fournisseurs, mes vieux clients, je ne les reporte pas parce que je travaille plus avec eux depuis 2-3 ans. Et puis, comme par hasard, dans le lot, au moment où tu vas reporter tes marchés, tu vas te rendre compte que pour X raison, tu as un vieux truc qui a été reporté, sauf que ça concernait un fournisseur que tu avais exclu. Et donc, ça va générer des blocages. Donc, il y a vraiment un travail collectif à faire avec l'ensemble des acteurs. Donc là, j'ajoute dans notre organisation, moi à Nantes, la partie direction achat aussi, parce qu'il faut bien identifier les tiers qu'on va reprendre, ceux qu'on ne reprend pas, et comment les mettre en qualité. Nous, on s'est appuyé aussi sur Altarez en amont pour essayer d'avoir un premier nettoyage des tiers. Sincèrement, s'il y a un effort particulier à faire, je pense que c'est vraiment important de travailler les tiers
et faire en sorte de bien comprendre cette notion de business partner ensuite. Donc, probablement qu'on a un peu sous-estimé, nous, cette tâche de travail à Nantes, et ça nous a posé un petit peu de soucis à plusieurs reprises dans la reprise. Après, est-ce que la reprise, elle est séquencée par thématique? Donc, vraiment, les tiers, c'est important. La reprise, elle est séquencée par thématique, mais en fait, la compta doit faire l'exercice de savoir ce qu'il y a comme PNS et donc quel fournisseur à reprendre. Donc, il faut partir de là. Et puis, côté Ordo, c'est pareil, il faut faire l'exercice sur les marchés, les commandes. Du coup, c'est vraiment un travail pour moi qui est conjoint pour remonter aux personnes qui sont en charge de la reprise. Quelle liste de fournisseurs, de BP, à reprendre. Ouais, dans la plupart des universités, la cellule tiers est quand même sous la responsabilité de l'agent comptable. Donc, effectivement, les demandes de création de tiers sont faites par ceux qui achètent, donc l'ordonnateur, mais en général, c'est la cellule tiers qui a le portefeuille. Après, vous êtes organisé comme vous voulez, on n'impose rien côté AMU, mais c'est sûr qu'il faut travailler en collaboration. Déjà, à minima, tous les PNS que vous reprenez, les tiers associés doivent être dans votre reprise. Toutes les commandes que vous reprenez, les tiers doivent être dans votre reprise. Tous les marchés que vous reprenez, comme l'a dit très bien Hervé, doivent être dans votre reprise. Donc, si vous ne travaillez pas en collaboration, ça va être difficile d'identifier le périmètre de tiers minimum à reprendre. Et après, au-delà de ceux des flux, vous avez un choix politique. Je reprends ceux utilisés les 2 dernières années ou pas. Mais voilà, ça c'est le plus. Le minimum, c'est tous ceux qui sont dans les flux, il faut qu'ils soient repris et donc il faut qu'ils soient en qualité. Et du coup, si on monte d'un cran, parce que là on est quand même très solution fonctionnelle, donc c'est ce qu'on voit en atelier avec la VAC-C notamment, puisqu'on sait que c'est un référentiel transverse, parce qu'on n'oublie pas agent émission. Oui, aussi. Quand même, à un moment donné, dans le pan, il y a cela. Mais c'est surtout, en fait, au niveau projet, en fait, il faut coordonner toutes les équipes travaillant en silo. Mais à un moment donné, il faut quand même une vision macro où les éléments sont réunis, il y a une collaboration et tout le monde partage la cible attendue et il n'y a pas un qui décide, qui fait son ménage dans son coin et qui ne parle pas à l'autre qui aurait besoin aussi du même référentiel. Donc chacun peut faire son travail, mais à un moment donné, il faut rebattre les cartes et voir si le scope défini correspond à l'ensemble des flux à reprendre et à l'attendu stratégique de l'établissement en fait. Du coup, c'est aussi le rôle du chef de projet de faire parler en fait les différents responsables métiers dans leur domaine. Et Stéphane qui voulait compléter, je crois. Vas-y Stéphane. Oui, c'est tout à fait ça. Chez nous, on a pu effectivement, étant chef de projet, on travailler en collaboration avec la cellule tiers. De notre côté, on a, côté Ordo, défini le scope de commande à un moment donné. On savait qu'il allait évoluer, mais on est parti déjà sur un scope de commandes qui seraient reprises en l'état. Ça donnait un certain nombre de tiers, ça donnait un certain nombre de marchés, pour lesquels marchés on est allé voir quels étaient les parts fournisseurs. Donc, et ça a enrichi toute une liste de tiers à laquelle on a rajouté, on va dire, le scope qui avait été défini en gros 2 années, effectivement, je crois, d'utilisation des tiers. Et à partir de là, c'est la cellule tiers qui a travaillé, mais on va dire qu'on avait fourni les éléments pour déterminer ce scope. Nous, en plus, alors peut-être quelque chose qui peut être anticipé aussi, c'est que nous, on avait la cellule tiers qui crée les fournisseurs, et puis côté recette, on crée les clients. Alors maintenant, comme une logique de BP qui englobe l'un et l'autre, on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine logique de création côté recette qui n'était pas celle côté fournisseur, et donc du coup, qui pouvait créer des difficultés. Donc s'y prendre assez tôt et d'identifier ce genre de choses, ça permet de moins être dans la course vers la fin d'année. Ce qui fait que le plus gros du travail, en fait, a été fait chez nous, on va dire, juin, enfin voilà, dans la première partie de l'année. Et finalement, dans la deuxième partie, c'était juste le delta, c'est-à-dire les fournisseurs qui étaient potentiellement apparus en cours de route ou des choses comme ça. Et le plus gros du travail avait déjà été fait, ce qui fait que la fin d'année a été. Bon, il y a eu du travail, hein, mais ça n'a pas été le gros speed pour arriver à avoir une base qu'on pouvait récupérer dans les référentiels, parce qu'une bonne partie du travail avait été fait milieu d'année déjà, quoi. Oui. Guirec. Ouais. Oui, je me permets de compléter sur une toute petite alerte par rapport à la manière dont la collègue de Montpellier a
a amené le sujet sur une répartition très, très stricte du travail des uns et des autres et de dire qu'il y a quand même une grosse vigilance à s'assurer que tout le monde travaille ensemble, côté ordonnateur, côté comptable. Je sais que c'est pas toujours simple, c'est pas toujours aisé, mais pour la réussite du projet, il faut que celui qui porte le projet et sur qui repose la réussite du projet, parce qu'il y en a un, dans certains établissements c'est l'agent comptable, dans d'autres c'est le DAF, s'assure ou fasse en sorte, mettre de l'eau dans son vin, courbe l'échine pour faire en sorte que tout le monde travaille dans de bonnes conditions et de se dire à un moment on arrive à mettre tout le monde autour de la table et on se dit en fait quelles sont les ressources, à combien de ressources on a et que peut mettre chacun sur la table en termes de ressources humaines. Alors c'est pas des ressources supplémentaires en général, c'est des ressources qui sont déjà affectées sur autre chose mais qu'il s'agit de libérer un petit peu enfin même un peu beaucoup pour le projet et de se dire entre DAF comptable, il y a des sujets qui sont partagés, où il y a un porteur, mais parfois, côté chimie, c'est la direction des affaires financières et la DSI comportait quasiment l'intégralité du projet. En fait, on ne s'est pas posé la question de si c'était plutôt des tâches comptables, des tâches ordo. Je sais que dans d'autres établissements, à un moment, c'est le côté DAF qui a été défaillant et c'est l'agence comptable qui a repris l'ensemble parce qu'il voulait que le projet sorte et aboutisse. Et donc, c'est de se dire, arrivons à se dire quelles sont les ressources et de se dire, indépendamment des responsabilités des uns et des autres, où est-ce qu'on peut se partager le travail. Voilà. Et vraiment d'être dans une logique de collaboration, même si c'est pas toujours simple, les collaborations harmonieuses ordonnateur comptable. Pour réussir à faire une trêve pendant CIFAC Plus, en fait. On fêtera tout ça cet été. Oui, au club, c'est ça. Ouais. Voilà. On va passer sur les interfaces, peut-être. Oui, alors voilà, on va peut-être prolonger un peu la réunion si vous pouvez, mais je ne sais pas si tout le monde pourra. Du coup, voilà, il y a eu pas mal de questions sur interface, interopérabilité. Bon, module complémentaire, je pense qu'on l'a beaucoup couvert. Hein, c'était qui a pris quoi sur Fiori, ça, on y est beaucoup passé. Mais côté interface, on a parlé de la démat, mais voilà, pour le reste, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Est-ce que vous avez réussi à réinteropérer CIFAC Plus avec le reste de votre écosystème? Alors, un inter qui dit non de la tête. Du coup, non, pas complètement. Vas-y Ingrid si tu veux, mais je me doute. FCA manager. Non, nous, c'est un petit peu, voilà. Pour le moment, en fait, effectivement, nous, on n'a pas des connecteurs, notamment pour FCA Manager. Et donc, actuellement, on utilise, on va dire, une méthode alternative. Et je vais citer Virginie, c'est-à-dire que l'AMU fait office de passe-plat. Donc, on fait une demande de service et l'AMU dépose le fichier et après, on peut faire le nécessaire. Donc, forcément, ça nécessite une organisation un petit peu différente en gestion courante. Et forcément, ça met un peu plus de temps. Mais par défaut, ça fonctionne quand même. Voilà. Et Chorus Pro, chez nous, ça marche. Et WinPay, c'est pareil, on fera une demande de service. On crée le fichier, on met en qualité le fichier bien en amont. On fait en sorte de toiletter au maximum. Donc, ça nécessite peut-être de revoir certaines pratiques métiers. Et ensuite, après, demande de service auprès de l'AMU. L'AMU nous répond et on lance dans CIFAC. Voilà. En sachant, si on peut préciser, Ingrid, si tu me permets, c'est que vous allez passer à SIAM dans ces mois-ci. Donc, le coût du passe-plat, la solution alternative devrait n'être que provisoire. N'être vraiment que provisoire pour ton établissement. C'est ça. Et de toute façon, FCA, si ça peut rassurer la Vaxé, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait de gros établissements qui utilisaient FCA pour la facturation. De toute façon, si tout va bien, dans le courant de l'été, on récupère le connecteur FCA CIFAC Plus. Oui, c'est en cours de développement et de test, c'est le prestataire. Donc, effectivement, en attendant, quand soit l'API est disponible, mais que le SI en face n'est pas prêt, soit nous, l'AMU, pour les flux de vente, ne sommes pas prêts,
On procède via des demandes de services pour que les gens nous transmettent leurs fichiers. D'ailleurs, comme je sais qu'il y a Limoges dans la salle, ça fait maintenant 1 an et demi que Limoges nous envoie son fichier de paye tous les mois, qu'on lui dépose et qu'il intègre. Et on a bien réussi à intégrer, ils ont réussi plutôt, à intégrer leur fichier avec ce principe-là. Donc nous, on travaille avec l'équipe SIAM et elle va livrer une version qui va permettre d'être interopérable avec CIFAC+. On travaille aussi avec l'équipe FCA qui livrera une version adaptable. Et pour ceux qui utilisent le flux de vente avec d'autres applicatifs, on mettra à disposition le contrat de service dès qu'on aura éprouvé la solution, donc comme l'a dit Nanterre, au plus tard à l'été. Ça, c'est pour ça. Chorus, pour les sites qui l'ont demandé, bon, malgré les difficultés au démarrage, c'est bien interopéré. ESR Mission, pareil, pour Nantes, ça a bien été mis en œuvre. J'aurais profité pour on n'a pas d'API. Vas-y. Je voudrais juste attirer l'attention des collègues de la VAC-C. Quelque part, Nantes, on est un contre-exemple. Hein. Bon, vous l'avez compris, hein, on n'avait pas d'informaticien et ça nous a fait un peu défaut. Premier sujet pour moi, on a compris un peu tardivement qu'on pouvait, entre guillemets, jouer dans le bac à sable de Chorus pour anticiper, entre guillemets, la démat dans la pré-prod. On n'en a pas vraiment profité parce qu'on a galéré à créer un environnement de qualification dans Chorus. Donc pour ceux qu'on n'aurait pas d'ores et déjà, mais j'imagine que les consignes sont données désormais par les collègues de l'AMU au site de la VAC-C pour que vous puissiez vous doter d'un environnement de qualification. Ça vous permettrait, alors, surtout côté comptable, c'est vrai, mais de pouvoir faire des tests entre Chorus et la pré-prod de CIFAC+, et de voir comment réagit la démat sur la pré-prod. Ça, c'est le premier sujet. Nous, on a un petit peu galéré avec ça. ESR Mission, ça fonctionne aujourd'hui, pour assurer les collègues, ça fonctionne bien. On a perdu probablement bêtement du temps à Nantes parce qu'on n'a pas suffisamment anticipé le fait que le web service qui avait été créé l'an passé, au moment du démarrage de ESR Mission avec CIFAC, va falloir le reconstruire tout simplement au sein de la DSI de Nantes. Et donc, ça a pris un petit peu de temps avec des petits blocages d'ordre technique qu'on aurait pu probablement éviter. C'est pour ça que là, tout à l'heure, Guirec insistait sur la nécessité de la bonne entente, bien évidemment, entre la partie comptable et la partie DAF. Moi, j'insisterai lourdement sur la partie DSI. Il faut vraiment que tous les parties prenantes dans le groupe projet soient présents et qu'ils soient mobilisés et soient réactifs pour que toutes ces interfaces puissent fonctionner. Nous, aujourd'hui, concrètement, l'API paye, je pense que ça a bien avancé, mais on n'a toujours pas intégré la paye encore dans CIFAC. On n'est pas très loin, il y a un petit truc qui est en train d'être travaillé encore avec l'AMU, mais voilà, il y a un vrai sujet pour moi en termes de gestion de projet pour pleinement associer les collègues de la DSI et faire en sorte qu'ils soient, et c'est pour ça que je crois que c'est Guirec aussi qui parlait de sponsor, ça c'est extrêmement important à l'échelle de l'établissement, que le DGS soit impliqué dans l'établissement, voire l'équipe politique, pour venir dire, bon voilà, c'est un projet prioritaire, donc il faut que tous les acteurs concernés, donc la DSI, soient pleinement mobilisés pour qu'on fasse avancer le projet. Ça, c'est vraiment mon élément de vigilance là-dessus, parce que tout à l'heure, on a parlé des programmes de migration. Quand ils fonctionnent bien, tout va bien. Au niveau fonctionnel, on peut faire, ça se passe très bien. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les collègues de l'AMU qui nous accompagnent, puisqu'on a, nous, les privilégiés sur la vague B. Moi, j'ai des collègues qui rencontrent plusieurs fois par semaine, Justine notamment, que je tiens à remercier à travers cette visio. Et c'est vrai qu'on a un accompagnement. Par contre, parfois, les programmes, ils ne fonctionnent pas. Donc, on nous demande de trouver des solutions alternatives. Et ces solutions alternatives, parfois, sont très techniques. Et là, c'eût été bien, nous, à Nantes, qu'on puisse s'appuyer sur une DSI un peu plus réactive également sur ce domaine-là. Donc voilà, j'insiste pour les collègues de la VAC-C, même si probablement que vous n'aurez pas les mêmes problèmes sur les programmes de migration, parce que je sais que l'AMU capitalise, et c'est normal, à la fois sur la vague A et la vague B, et donc au fur et à mesure, vous n'allez pas retrouver les mêmes difficultés qu'on a pu rencontrer. Néanmoins, si vous en rencontrez des nouvelles, pensez qu'en termes de mode projet, outre la partie comptable, outre la partie financière, il faut une DSI pleinement mobilisée avec vous pour la réussite du projet.
Merci. De toute façon, voilà, ça marche que si les 3 directions sont associées dans le projet, surtout pour cette mise en œuvre. Il y avait des questions dans le chat, je vois enfin. Est-ce que certains d'entre vous ont WinPay et avez-vous des problèmes pour la mise en place du connecteur? Alors, très honnêtement, nous, AMU, nous n'avons aucun contact avec eux et il ne me semble pas qu'un établissement ait commencé à connecter WinPay avec CIFAC+. On leur a mis à disposition les contrats de service. Vas-y. Ouais, je peux préciser parce que en fait, en parallèle de la migration CIFAC+ à Chimie Paris, on a fait la migration vers rien du tout, vers WinPay plus RH. Donc, on a eu les 2 projets en même temps. Donc, effectivement, à aujourd'hui, il n'y a plus de connecteur. Enfin, on avait WinPay avant et donc là, il n'y a plus de connecteur. Donc, je comprends que c'est l'AMU qui fait le place-plat. Je pensais qu'on pouvait le faire tout seul en établissement, mais très bien si c'est l'AMU qui le fait, ça me va. Et par contre, je crois que Sorbonne, et nous, on est en attente du connecteur que Segap développe pour Sorbonne, pour qu'ensuite tous les autres établissements qui ont WinPay plus RH puissent bénéficier de ce demi-flux supplémentaire. Voilà. Je confirme, Guérec. Ils sont en attente. Voilà. Donc, donc c'est bien. Pour l'instant, personne ne s'est connecté parce que vous attendez une livraison de WinPay qui a nos contrats de service parce qu'on leur a mis à disposition. Ok. Par contre, sur le sujet de la paye, Stéphane, il me semble que toi, tu fais les tests avec Siam, l'équipe Siam, du coup, justement. C'est ça. Alors nous, on est un cas un peu particulier. On était avec WinPay pour l'instant, mais ça se termine et on a désormais Siam depuis 1 an et on passe en préliq dans le courant de l'année, dans les prochains mois. Donc, on est un peu dans une phase intermédiaire et on est en train de faire les tests. Là, les tests, par exemple, de transmission de nomenclature entre la pré-prod de CIFAC+ et la pré-prod de Siam se sont bien passés. On va faire sans doute la même chose avec les prods. Ça devrait bien se passer aussi. Et derrière, d'ici peu, on va faire les tests, les tests de déversement de paye à proprement parler. Donc c'est à venir. Et en attendant, ben, on va. Alors je reprends l'expression passe-plat. On va utiliser pour les quelques premiers mois de paye de l'année certainement cette solution-là en attendant. Alors, passe-plat, il y a quand même des actions techniques, hein, parce que on va quand même. Voilà, c'est ce que. Oui. Moi, j'en ai fait, mais c'est parti. Voilà, on est une équipe. Jean-Pierre, il fait un peu plus que passe-plat. Voilà, il y a quelques actions, mais voilà, globalement, en fait, vous n'avez plus la main pour attaquer directement les répertoires que vous connaissiez pour la paye en dépôt manuel. Vous n'avez plus les transactions, vous n'avez plus accès au noyau dur SAP, donc nous déposons pour vous le fichier, justement pour pallier l'API qui n'est pas encore livré. Voilà. Et il me semble qu'il y avait une question sur les API, Ingrid. Il y en a plusieurs. Bonjour, comment avez-vous organisé les tests interop côté fonctionnel? Et il y a une autre question. Il y a un UU là. Celle-ci. Est-ce que pendant la migration, on peut tout de même tester les API? Ça dépend lesquels et à quel moment, en fait. Si vous... Les API CDS, donc pour récupérer les tables de données, vous pouvez les tester pendant la migration, mais les données sont souvent faibles, puisque vous êtes en phase de migration, mais elles sont testables. Les API qui créent de la donnée, vous ne pouvez les utiliser que quand vous avez fini de migrer la même donnée. Donc voilà, il faut séquentialiser, c'est au cas par cas. Voilà, là, par exemple, l'API ESR Mission, donc la partie référentielle, elle peut être testée en parallèle de la migration, mais les flux entre ESR Mission et CIFAC ne peuvent, eux, être testés que quand vous avez fini de migrer les flux, donc réservation et commande d'achat. Voilà, l'API qui permet de créer des agents, donc souvent utilisés avec Synapse. Pareil, il y a un choix à faire. Est-ce que je migre ma base agent puis je mets en place l'API, ou est-ce que j'utilise l'API dès le début pour créer mes agents? Selon vos choix, ben, vous pouvez l'utiliser plus ou moins tard. Donc, c'est difficile de répondre comme ça, parce que c'est vraiment par API, c'est différent. Mais par contre, ce qu'on peut peut-être préciser, c'est que le mandant de pré-prod, si je ne me trompe pas, est interopable. Oui. Voilà, contrairement à votre mandant de formation, si éventuellement vous voudriez un mandant de formation, celui-là, il n'est pas forcément
interopérable. Voilà. Voilà. En fait, il y a C'est une qu'un- précision. Voilà. Ouais, c'est important de peut-être savoir ça, c'est que sur la pré-prod, il ne peut y avoir qu'un mandant interopérable. Et donc, c'est le premier qu'on vous livre. Donc, les mandants supplémentaires sont là pour faire de la formation. Si vous avez besoin d'un environnement d'intégration pour tester un peu plus, parce que certains vont faire des développements, des choses comme ça, c'est pas simplement un mandant qu'il faut prendre, c'est vraiment une instance dédiée qu'on appelle une instance d'intégration à part, qui vous permettra, pour ceux qui font beaucoup de développement, de tester toutes les API. Voilà. Et notamment tout le développement côté établissement qui est à votre charge, donc notamment charge de DSI, donc ça, il ne faut pas le négliger dans leur calendrier aussi, c'est la construction du demi-flux lorsque votre API, votre application n'est pas connectée dans le produit AMU, en fait. Ouais, c'est pas un produit AMU. En fait, tout ce qui est produit AMU, les équipes se chargent de développer le web service compatible avec CIFAC+, et le vous mettre à disposition. Donc, Synapse a fait une évolution, Siam est en train de le faire, Sirocco. Et après, quand c'est des outils hors AMU, il faut vous coordonner et mutualiser entre vous pour faire la même chose. Ou développer quand c'est votre propre SI interne. Après, peut-être que, je ne sais pas, vous, à la question qu'a posée Ingrid, comment vous êtes coordonnés pour faire les tests Fonctionnel. Fonctionnels, voilà. Et technique. Et technique. C'est la question, je ne fais que lire. Pardon. Est-ce que vous en avez fait ou justement vous regrettez de ne pas en avoir fait? Après, il me semble qu'il y a pas... Il y a eu déjà une réponse sur Chorus. En fait, c'est déjà pour pouvoir tester du coup l'interop avec Chorus. Mais il faut absolument un Chorus de qualif. Donc, Ou pas, parce que du coup, maintenant, on est en capacité de câbler votre prod Chorus Pro à la pré-prod S4 sans envoyer dans le connecteur en fait le flux retour du téléchargement à Chorus, ce qui fait qu'en fait quand vous brancherez votre environnement prod Chorus à la prod S4, vous pourrez réinjecter, retélécharger la même facture. Voilà. Donc en gros dans le connecteur vous avez un flux entrant, un flux sortant. Sur la pré-prod on met pas le sortant, comme ça votre facture elle est téléchargée mais elle n'est pas flaguée comme téléchargée auprès du fournisseur. Donc déjà il n'y a pas l'exigibilité de payer dans les jours qui suivent. Et en plus, vous pouvez la retélécharger dans votre prod quand vous partirez en production à mi-janvier 2026, je l'espère, au plus tôt. Ouais. Donc ça, c'est quand même important de savoir, parce qu'on sait que là, ça a déjà été dit par notamment Hervé et Stéphane, c'est l'environnement de qualif. On fait très peu de données réelles en fait de jeu. C'est pas un vrai cas de jeu pour tester la démat dans son Déjà, pendant cette phase où la démat fonctionne réellement, on peut brancher un environnement de qualif et on vous recommande vivement, et je pense que Nantes l'a dit, c'est de brancher cet environnement de qualif, comme ça vous permet de découvrir les écrans, le fonctionnement unitaire, préparer vos supports de formation éventuellement. Et après, pendant la période de fermeture, donc où de toute façon il n'y a plus de prod ouverte, donc personne ne vient télécharger les factures, on peut temporairement brancher cet environnement de démat de prod à votre pré-prod pour avoir de la masse et voir ce que ça va représenter, à quoi ça ressemble. Et voilà. Cette année, on l'avait fait uniquement avec Tour pour tester, surtout si on n'aurait pas de problème de volumétrie quand on passera en prod. Nous n'en avons pas eu, mais on ne l'a pas assez utilisé pour le fonctionnel, collectivement. Et c'est vrai que c'est peut-être un point qu'il faut préciser. Le décisionnel, peut-être que c'est plutôt toi, Nice. En ce moment, vous travaillez avec Sirocco. Peut-être comment vous procédez? Faire un retour à tes collègues. Alors, sur le décisionnel, il y a une personne qui est directement chargée de ça. Petit à petit, je sais qu'ils travaillent à s'assurer qu'en termes de données, ils récupèrent toutes les données dont ils avaient besoin, toutes les tables qu'ils arrivent à taper dans les tables. Donc il y a des échanges très très réguliers entre l'AMU et l'équipe Sirocco pour effectivement retrouver l'intégralité des données. Je sais que Nantes... ça se passe bien pour Nantes. Nous, on avait apparemment un petit problème technique qui était lié à l'API, mais au flux des données, au temps que ça mettait, mais c'était apparemment plus local.
Mais c'est quelque chose qui avance progressivement. Je sais qu'il y a beaucoup d'échanges pour que justement on retrouve la complétude de l'information et que l'ensemble des tables soit bien atteignable comme elles l'étaient avant, quoi. Et là, du coup, je rebondis dessus. C'est pareil, alors on disait que Fiori, vous n'êtes pas obligé de le commencer au 1er janvier. Le décisionnel, c'est pareil. Là, ce que met en exergue Nice, c'est qu'ils sont toujours en train de le tester. Donc, voilà, c'est des possibilités. Voilà. Si vous avez le temps de tout faire avant, tant mieux. Mais par exemple, bon, l'INRAE n'est pas là aujourd'hui, mais c'est pareil, ils ont fait le même choix. Ils ont démarré CIFAC+, et ils mettront le décisionnel en place un peu plus tard. Bon, là, Nice, vous avez été plutôt contraint parce que nous aussi, on n'était pas forcément prêts. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent être faites. Et après, il ne faut pas sous-estimer, pareil, Nantes l'a dit, les tests avec ESR Mission. Surtout si vous alimentez ESR Mission avec des référentiels qui ne sont pas dans CIFAC, de bien vérifier que vous vous raccordez, que les référentiels arrivent. Il faut bien sûr impliquer les techniques, mais ça ne suffit pas, parce que est-ce que le référentiel que je veux envoyer, c'est bien le bon? Si vous impliquez pas les fonctionnels et les métiers, ça va pas marcher. Donc, sur ce point-là, c'est vrai qu'on avait peut-être collectivement pas assez anticipé les tests avec les fonctionnels. En tous les cas, pour l'ABAC-C, on ne fera pas la même erreur. Et dans toutes les réunions qu'on fait avec eux et les plannings qu'on leur propose, on met bien en exergue, attention, si vous avez des interconnexions avec le reste de votre écosystème, il faut les mettre en œuvre, faut les tester et il faut impliquer les fonctionnels. Et d'ailleurs, juste avant cette réunion, j'avais une réunion avec les techniques de l'ABAC-C pour bien leur expliquer comment souscrire aux API, comment demander l'ouverture d'API. Donc voilà. Du coup, dès avril, on les sensibilise bien à tous ces sujets-là. On passait peut-être. Oui, on a déjà bien dépassé le temps. Difficultés rencontrées, bon, on l'a déjà dit, mais c'est vrai que bien que les programmes aient été en partie testés par les pilotes, il y avait encore des choses qui n'étaient pas complètement opérationnelles cette année, et donc les vagues B ont finalisé certaines reprises via fichier ou via saisie manuelle. Bien sûr, on va améliorer les programmes, hein. Quoi qu'il en soit, si vos données ne sont pas complètement mises en qualité, elles ne seront pas forcément extraites. Et donc, vous pourrez être amené à avoir la même situation, donc chargé par fichier ou à la main, si la mise en qualité n'est pas complètement faite. Donc, voilà, c'est la part Camus. Après, du coup, avec nos collègues, voilà, bilan, enseignement, quelles étaient les difficultés, les points de vigilance que vous voulez remonter en particulier à vos collègues. Moi, s'il y a quelques points de vigilance, il y en a déjà. Le premier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment insister sur la communication en interne. Parce que quelque part, on a ouvert un peu rapidement sur la partie commande d'achat, nous à Nantes, dès la 2e semaine de février. Puis à côté de ça, on a eu quelques difficultés sur quelques programmes de migration. Là, j'en ai quelques-uns en tête, comme les avances et les retenues de garantie. Je rassure tout de suite les collègues de la VAC-C, probablement que vous n'allez pas rencontrer les mêmes difficultés, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de communiquer au fur et à mesure là où on est bloqué, parce que il y a une forme d'incompréhension en interne de l'établissement lorsqu'on dit ça y est, c'est bon, vous pouvez commencer à faire des commandes d'achat. Et puis de l'autre, de leur dire ça y est, on va commencer à rouvrir le paiement des factures, entre guillemets, en mode dégradé, parce que la démat ne fonctionnait pas totalement à ce moment-là. Et si on oublie de dire oui, mais par contre, on ne peut pas payer tel type de facture parce que les avances ne sont pas migrées, ça crée en fait une sorte de frustration sur l'établissement. Donc, vraiment important de communiquer en interne en fonction de l'avancée des objets de migration et de ce qu'on peut faire au fur et à mesure. Le deuxième élément de vigilance, c'est en gros maintenir l'équipe projet. Parce qu'il y a des moments de flottement, en fait, dans ce type de projet. Enfin, moi, c'est ce que j'ai connu. Tout simplement, il y a des moments où c'est super. On appuie sur le bouton et tout se passe bien pour la migration. Puis à côté de ça, on passe je ne sais combien de temps à migrer un petit objet et ça frustre les équipes. Donc, toujours essayer de maintenir les équipes en alerte, entre guillemets, et essayer de les soutenir moralement. Moi, je sais qu'il y a certains collègues, on leur a dit, non, c'est bon,
tu prends 3 jours de vacances, repose-toi et reviens-nous en forme après, parce que parfois, effectivement, ça peut être un petit peu lourd. On est vraiment sur un projet qui est conséquent. Et je pense qu'il faut qu'on fasse preuve de vigilance sur les quelques acteurs qui sont mobilisés, parce que vous le savez bien, hein, dans nos établissements, on n'a quand même pas énormément de compétences et donc du coup on s'appuie tout le temps sur les mêmes acteurs. Donc il faut être vigilant avec eux. Je sais que dans d'autres établissements, ils ont pu avoir une stratégie indemnitaire pour pouvoir, entre guillemets, intégrer cette problématique. Nous, on a essayé de renforcer comme on a pu les équipes. Là, actuellement, là, concrètement, à côté comptable, j'ai 5 étudiants supplémentaires. Enfin, je vous rassure, ils ne sont pas là à temps complet, hein. Au lieu d'aller bosser chez McDo un jour, ils viennent un jour à l'agence comptable. Mais voilà, c'est essayer de donner du souffle en fait au projet, soit à travers de primes, soit à travers des renforts ponctuels supplémentaires, et puis être attentif à nos collègues qui sont sur le pont sur toute cette période-là. Et côté chimie, peut-être je préférais que ce soit Moussa qui fasse les éléments de conclusion, parce que c'est lui qui sera le mieux à même s'il est encore là. Non, bah, tant pis, je laisse passer mon tour alors. Bon, dommage, Greg, merci quand même. Ouais. Bah, vas-y, On a pris Stéphane, beaucoup du de coup. retard, donc. Juste un petit point, parce que ce qui a été dit voilà, rejoint ce qu'on a vécu. Il y a un point que nous, on a peut-être pris trop tard, c'était celui, alors si on met en place Fiori et les délégations dans l'outil, c'est-à-dire le visa de l'ordonnateur, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, et je pense anticiper vraiment assez tôt, notamment à la réflexion de qui va véritablement viser dans l'outil. Parce que bah, on est dans dans des organisations souvent où l'ordonnateur n'a pas délégation dans l'outil, il signe un papier ou autre chose. Et donc, du coup, si on veut mettre en place le système de validation dans CIFAC+, il faut que l'ordonnateur soit quand même préparé. Et puis surtout, de se dire, de réfléchir à la stratégie. Est-ce qu'on veut vraiment que ce soit tous les ordonateurs? Est-ce qu'il y a plusieurs ordinateurs dans une structure? Est-ce qu'on veut que ce soit un des deux ou seulement? Et puis finalement, quand on veut mettre en place ça, ben, on se rend compte que c'est une pelote qu'on commence à dérouler. Et ça a pris chez nous un certain temps parce qu'il a fallu des retours, des réponses, une réflexion. Donc, si on veut en mettre en place Fiori avec la validation des ordonnateurs, c'est quelque chose qui doit quand même se préparer, s'anticiper pour que ce soit fait dans de bonnes conditions. Nanterre, du coup, si vous aviez des points à remonter. C'est globalement tout ce qui vient d'être dit. Par contre, j'ai vraiment insisté sur la mise en qualité des données parce qu'on se rend compte assez vite que, notamment pour les référentiels, il y a beaucoup de travail. Et s'appuyer sur les services métiers, les référentiels marché, demander à votre service marché, les référentiels tiers, demander à votre cellule tiers ou aux personnes en responsabilité. Vraiment ne pas négliger, au-delà de la phase de migration qui va être vraiment, qui va vraiment vous mobiliser, c'est vraiment travailler là-dessus et vraiment travailler conjointement avec les acteurs concernés parce qu'ils vont être directement impactés quand vous allez réouvrir en production, en fait. C'est eux qui vont être les premiers à ne pas pouvoir finaliser un bon de commande, à faire saisir un service fait ou à ne pas retrouver leur tiers ou leur agent. Et la reprise manuelle, c'est possible, hein, et on a dû tous à un moment donné y recourir, mais ça évite en fait ce travail correctif. Donc vraiment ne pas négliger la mise en qualité et effectivement discuter, échanger et même faire œuvre de pédagogie auprès de ses collègues parce que migrer vers un nouvel outil, c'est quand même un exercice à part et même pour les acteurs financiers, agences comptables, ordonnateurs, c'est un exercice particulier et on ne comprend pas forcément les tenants et les aboutissants. Donc, il y a du temps à prendre avec ces acteurs-là. Mais sinon, on survit et tout se passe bien. Et oui, côté chimie, il y a Nidal Toui qui voudrait intervenir, qui est la deuxième personne avec Moussa qui a porté le projet, donc la DSI de l'école. Nidal, je te laisse la conclusion. Oui, comme ça, bonjour à tous. En fait, j'ai voulu prendre la parole parce que je souhaite mettre l'accent sur la mise en qualité du module tiers. C'est très, très important.
C'est la première chose que, pour moi, à vraiment à traiter. Il faut bien anticiper, surtout le module des agents. Il faut bien vérifier les fiches agents parce que c'est un gros travail de migration, de transformation. Donc, s'il y a des erreurs, on peut perdre beaucoup de temps à cause de ça. Donc, vraiment, j'insiste sur le module tiers et surtout les agents. Il faut que toutes les fiches soient complètes parce que parfois, au moment de la migration ou de la conversion des agents, on a des messages parfois qui ne sont pas très compréhensibles. Donc c'est pour ça, il faut vraiment préparer en amont, anticiper, vérifier les fiches avant à migrer, avant de lancer les programmes, parce que parfois les programmes, on a des messages où on ne comprend pas grand-chose. Donc voilà, donc démarrez avec le programme, avec le module tiers, bien vérifier vos fiches agents et le reste, ça devrait aller. On n'a pas eu beaucoup de soucis. Nous, on a décidé de démarrer, c'est vrai, on a démarré le 18 mars avec module dépenses, recettes, missions, sauf les PNS comptables. À part ça, on a eu quelques clients à créer manuellement, c'était une dizaine, pas beaucoup, hein, mais parce que sur ECC, ils étaient créés avec une catégorie qui était obsolète, donc ils n'étaient pas reportables. Donc il fallait vraiment les créer au moment de la migration des fournisseurs pour ne pas avoir des problèmes au moment de la migration des PNS comptables. Donc voilà, donc c'est juste ce point de vigilance à prendre en considération avant de démarrer les travaux de mise en qualité. Merci Nidal pour ces précisions. Du coup, on a bien dépassé, mais comme vous êtes encore nombreux à être là, il nous restait un dernier point sur l'impact organisationnel et communication. Vous en avez déjà tous plus ou moins parlé de la communication et de l'importance, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus? Voilà, comment vous êtes organisé, comment vous avez communiqué, point qui pourrait servir à la vague C. Ouais, à travers la réponse à cette question-là, je vais essayer de répondre à Pascal de mémoire ou Stéphane qui posait la question de savoir quel emploi on avait confié à nos étudiants, parce que c'est marrant, parce que ça se reboucle à ce que je voulais dire ici, là. Encore une fois, la communication interne, c'est-à-dire qu'on nous on vient expliquer en interne qu'effectivement on est en retard, il ne faut pas le cacher, sur le traitement des factures. On vient de lancer uniquement d'ouvrir le module recette, donc par définition, les factures de vente, on est aussi en retard. Mais aussi essayer de venir rassurer en interne de l'établissement, que ce soit à travers les sponsors, dans les réunions directeurs de composantes ou autres, consistant à dire, entre guillemets, c'était prévu. Là, par exemple, les 5 étudiants dont je vous parle, ils seront à temps complet sur les mois de juin et juillet. On est venu recruter par exemple des Master 2 en finance, donc normalement ils sont relativement câblés, et en très peu de temps, ils vont être capables de saisir une fiche agent, ils vont être capables de prendre en charge des factures d'achat inférieures à 100 €, ils vont être capables de prendre en charge des factures de vente avec faible enjeu, notamment concernant la formation continue, et ils vont venir soulager les équipes qui, elles, vont pouvoir se mobiliser sur le retard qu'on a pris. Concrètement, si je prends le relevé quotidien de la DRFIP, la réalité à Nantes, c'est que là, on est le 17 avril, on n'a pas encore traité tous les relevés du mois de mars. Et encore, et là on compte sur Virginie incessamment sous peu, on n'a pas encore migré nos PNS, et on sait qu'on va avoir une double charge de travail, c'est-à-dire qu'on intègre le relevé, on va devoir le reprendre après, une fois qu'on aura intégré nos PNS. Donc on sait qu'on a une charge de travail à venir, ça s'anticipe, on n'est pas sur un projet de quelques semaines, on est sur du long terme. Moi, ma cible, c'est de revenir, entre guillemets, à la normale à la fin juillet. Donc, dans cet espace-temps, ça me paraît logique qu'on essaye de renforcer les équipes pour pouvoir rattraper ce retard-là, parce que naturellement, on va avoir une charge de travail plus conséquente maintenant, en fait. Là, au moment où on est en train d'avoir tous les flux qui sont ouverts, la migration quasiment terminée, maintenant, il faut rattraper le retard. Merci Hervé. Merci. Est-ce que vous avez des choses à compléter sur ce point-là ou... déjà parlé, mais si vous avez des informations supplémentaires.
De l'autre côté, à l'Université Côte d'Azur, on a essayé de tenir au courant la communauté régulièrement. On a fait des lettres d'information régulières les mois précédents. On a progressivement un peu informé, montré des visuels pour tenir quand même informé l'ensemble de la communauté, notamment sensibiliser toujours au nettoyage de flux très tôt dans l'année 2024. Ça a permis quand même d'en nettoyer pas mal, même si on aurait pu faire mieux certainement. Mais enfin bon, voilà, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais voilà, de tenir comme ça et au fur et à mesure, on donnait des éléments chiffrés. Tiens, on a éliminé tant de postes. Tiens, il y a tant de missions qui ont été nettoyées. Bon, pour montrer à l'ensemble des gestionnaires que les choses avançaient quand même. Sinon, non, moi, je voulais terminer en disant bon courage à la VAC-C. Et puis, n'hésitez pas à vous appuyer sur les collègues de la VAC B. Utilisez le Club U pour vous faire des contacts. Prenez des numéros de téléphone. Des fois, un petit coup de téléphone et 5 minutes au téléphone auprès d'un collègue de la VAC B, ça peut accélérer les choses. Et puis, ça peut aussi soulager la mue. Donc, le SR, c'est une grosse communauté où il y a de l'entraide. Donc, il faut s'appuyer là-dessus. Merci. Merci. Merci à tous. Et puis, bon, là, on a le retour globalement. Le message de la MU, c'est que bon, on a eu des difficultés, mais ça marche. Tout le monde est parti en prod quand même. Hein. Tout le monde est parti en prod. Cette année, contrairement à l'année dernière, vous êtes quand même beaucoup d'utilisateurs, tous confondus. Il y a des très gros établissements. Il y a Sorbonne, il y a l'INRAE, il y a l'INSERM, plus tous les autres. Il y a Et c'est vrai Nice, qu'il y a faut pas Nice, les oublier. ouais, vous êtes quand même. nombreux aussi, ouais, c'est vrai. Vous faites partie des Voilà. moyens gros. Nantes aussi. Et c'est un des enjeux aussi pour l'AMU, c'était faire fonctionner ce mode service du coup à l'échelle. Et grâce à vous, on a pu l'éprouver. Et donc nos machines tiennent, l'installation marche, c'est sécurisé, les sauvegardes fonctionnent. Alors on a des fois des petits couacs parce que voilà, du coup, il y a beaucoup de consommation, mais voilà, on remercie aussi les exploitants qui font marcher vos machines, qui font que ça fonctionne bien au quotidien. Merci beaucoup pour Merci ce pour REX. vos interventions. Hein. Merci je pense beaucoup. que tout le monde est content. Merci beaucoup à vous. Et puis à bientôt. À bientôt. Voilà, que À ce soit les VAC B, les VAC C. bientôt. Voilà, on se revoit la semaine prochaine. Bon courage à la VAC C et bon courage aux collègues de l'EMU. Merci. Merci. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je pense que ça s'arrête l'enregistrement. Il arrête.